Murphy Cooper, Uh-huh. Fred Bastien, deux plebisters dans la formule originale, c'est-à-dire on fait juste jaser des affaires qui nous intéressent. Puis c'est vraiment excitant aujourd'hui parce que j'ai aucune idée de quoi on va parler. Moi non plus. C'est ça le best. En fait, je pourrais. Je m'étais dit, je vais revenir sur le dernier épisode qu'on a fait avec Yannick Demartini. Super. Ah, il y a eu des réactions. Il y a eu pas mal de réactions. On a parlé de grossophobie pour ceux qui l'ont pas capté la dernière fois. Et il y a des commentaires qui m'ont fasciné. Puis j'avais envie d'en parler. Go. Il y avait un commentaire qui soulignait. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui soulignaient ta pertinence dans cette discussion-là. Mais qui disait que moi j'allais trop loin, puis que tout était dans ma tête, blablabla et tout ça. Et ça m'a fait vraiment rire, cette absence d'écoute puis d'empathie-là. Puis je me disais, même si ta contribution, ta participation dans toutes les discussions est toujours appréciée, nécessaire, puis tout ça, puis tu fais l'avocat du diable, puis c'est super cool, puis c'est bien, puis t'es à l'écoute, t'es ouvert, tout ça. J'en suis venu à me dire, mais comment est-ce que quelqu'un qui écoute en toute sincérité, en toute bonne foi, de manière désintéressée, ce podcast-là, qui traite de grossophobie, comment cette personne-là en vient pour se dire que la voie la plus pertinente pour parler de grossophobie, c'est pas le gars qui documente ça depuis comme 10 ans, qui était gros, qui était mince, qui était gros, qui était mince, c'est Fred Bastien. Comment est-ce qu'on en vient à se dire que c'est toi la voie la plus pertinente? Parce que les gens s'identifient à ce qui les conforte, puis aussi parce que les gens s'identifient aux gens qui leur ressemblent, tu sais. Ouais, c'est ça. En général, puis tu le vois beaucoup sur YouTube, mais tu le vois même à Fox News, tu sais. Les gens qui écoutent Fox News, là, ils se ressemblent à des animateurs de Fox News. Ben oui, c'est ça. Puis il y a je pense que c'est un sentiment profondément humain, c'est même peut-être animal, de t'identifier avec quelqu'un qui te ressemble. Puis c'est justement là où le travail est important, de sortir de la caverne, puis de faire le chemin difficile d'accéder à la connaissance, puis d'accéder à l'ouverture d'esprit. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de rester dans la caverne de Platon, puis de regarder les ombres sur les murs, puis de faire comme moi je trouve que ça me conforte, puis lui il me ressemble, fait que je vais penser comme lui. Mais on est beaucoup moins riche en tant que société si on s'ouvre pas au discours des gens qui sont tellement différents de nous. Puis en plus, t'es pas si différent que moi, tu sais. Je veux dire, je pense qu'on a eu la chance d'en parler aussi dans le podcast sur la grossophobie sur toutes ses formes. Puis aussi, tu sais, c'est comme on parle de grossophobie, mais pour ceux qui l'ont pas vu encore, je pense que je vais prétendre que c'était beaucoup plus nuancé que juste parler de grossophobie. C'était même... Oui, non, absolument. C'était le regard de l'autre. On a même parlé de grossophilie aussi. Mais bref, allez l'écouter si vous avez une opinion là-dessus, puis ça vaut la peine de faire le chemin inverse. Puis c'est justement en se confrontant avec des opinions diverses des nôtres qu'on peut peut-être se rapprocher un peu plus de la connaissance. Puis ça me fait penser, tu sais, dernièrement, tu sais, avec le débat sur l'appropriation culturelle, tout ça, slave. C'est inévitable. En fait, il faut dire slave. C'est vrai? Je pense qu'il faut dire slave, la pièce slave, puis moi, je dis slave tout le temps, mais c'est moi qui je pense que c'est pas... Je l'ai juste lu, dans le fond. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'ai pas mal juste lu. Mais j'ai écouté, en fait, l'entrevue avec Robert Lepage et Stéphane Bureau, là. Puis c'est ça, tu sais, c'était de voir que les Blancs, tout de suite, se positionnaient en faveur de ce qui leur ressemble, tu sais. Puis c'était comme systématique, c'était comme... Puis tout de suite, les Noirs, leurs propos étaient violents, étaient extrêmes et manquaient de calme, quand, en fait, c'était tout à fait l'inverse, même si... la colère est totalement justifiée. Même si les figures de proue, tu sais, les diverses figures de proue, Fabrice Ville, Marie-Lou Craft, Émilie Nicolas, Webster, la patience de ces gens-là, c'est incroyable. Même s'il avait été énervé, ça aurait passé, j'aurais compris totalement. Mais tu sais, juste le fait de tout de suite se dire, moi je suis blanc, donc je choisis mon camp d'emblée. L'appropriation culturelle, bullshit. C'est la différence entre l'émotion et la réflexion. Ces gens-là ont écouté leurs émotions, écouté leurs premiers réflexes, ne sont pas allés plus loin que le bout de leur nez pour la plupart. Puis, c'est pas compliqué, là. Quand quelqu'un crie à l'injustice et fait partie du groupe auquel l'injustice qui heurte le groupe en tant que tel,
écoute. Commence par écouter, c'est la base. C'est ça. Parce que, puis, ça a tellement été dit, je peux pas croire qu'on fait encore de la Reddit, on fait de la Reddit, puis dans mes propres bulles algorithmiques, ça a tellement été dit, mais on devrait tellement être bien placé en tant que Québécois francophones pour comprendre ce que vivent ces gens-là. C'est ça. Alors, plutôt que de nous-mêmes redevenir des oppresseurs, on pourrait faire comme « Hey, been there, ça nous est arrivé il y a pas 30 ans, on pourrait comprendre. » Il y a des choses qu'on oublie. Il y avait des gros débats linguistiques depuis longtemps, tu sais, puis j'ai souvent des belles discussions avec mon père, tu sais, qui est un individu fascinant, qui a perdu 2 cercles d'amis parce qu'il s'est rendu compte que ses amis commençaient à pencher pro-Trump, puis lui, il a affirmé que ça avait aucun sens, puis il est resté droit. Tabarnak. Puis donc, ça fait 2 fois que là, il y a comme des petits frettes, tu sais. Mais puis j'ai un énorme respect pour mon père pour ça, pour rester fidèle à ses principes. Mais pourquoi est-ce que mon père a des tendances ouvertes, puis on va dire n'est pas un raciste? Parce que mon père est né dans NDG. Mon père a côtoyé des gens différents de lui dès son jeune âge. Moi, je suis né à Tétroville. Il y a des gens de toutes sortes à Tétroville. J'ai joué au water polo très jeune avec des Arabes, avec des musulmans, avec des Africains. Puis des Russes, des Slaves, justement. Puis, crime, tu te rends compte que c'est des gens qui ont beaucoup plus en commun avec toi que le contraire. C'est juste la base. Puis je reviens souvent aussi à un truc dans ces débats-là. 1, écoute. Essaie de comprendre. 2, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est ça. À répondre. Ouais, puis être comme, ben voyons donc. Puis, tu sais, on l'a dit aussi avec l'ascenseur, puis le fait qu'on peut pas comprendre c'est quoi. Puis l'exemple typique, imagine qu'il y a des Américains débarquent ici avec une grosse prod hollywoodienne pour raconter l'histoire des Patriotes. Toute la production est américaine. Les comédiens sont tous américains, puis tout l'argent est fait là-bas. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? On va être en tabarnak. Mais la poutine... La poutine, c'est un classique. Quand j'ai vu le festival de la poutine à Chicago, qui se réclamait inventeur de la poutine, on voulait tous mourir, right? C'est la même chose. Les Français qui imitent notre accent, c'est juste... Maintenant, prends cette indignation-là que t'as en tant que Québécois identitaire, mettons, puis comprends que cette même indignation-là peut exister dans d'autres groupes sociaux. C'est ça, puis quand on parle de privilèges puis tout ça, les gens pensent que le privilège, c'est un truc qui flotte au-dessus de ta tête 24 heures sur 24 et que t'es avantagé sur tout le monde, puis que t'as des comptes à rendre à tout le monde en tout temps. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Puis la plupart des privilégiés que je connais, en fait, c'est des hommes blancs, ces genres privilégiés, là, tu sais, qui sont au top là, du spectre. Là, mais ils n'ont pas le monopole. Ils n'ont pas le monopole du privilège, mais la plupart. Ils n'ont pas ce monopole-là. La plupart ne bénéficie pas de tous les privilèges, à même le grand spectre. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été gros. Je sais comment on me traitait quand j'étais gros. On me traitait différemment. Puis ça, c'est pas un privilège dont je bénéficiais. J'ai été élevé dans un milieu précaire. Je sais comment on traite différemment avec les gens qui viennent pas d'un milieu aisé. Je l'ai vécu avec des gens juste les gens qui avaient 2 voitures dans le stationnement de chez leurs parents puis qui voyageaient deux fois par année, qui revenaient super bronzés après les vacances de Noël. Puis moi, j'étais comme, moi, je suis resté au Québec. Comme je sais pas c'est quoi voyager. Je sais pas, mes parents ont jamais eu les moyens. D'ailleurs, moi, c'est un de mes grands rêves. Je te l'ai jamais dit, mais un de mes grands rêves un jour, c'est de faire un voyage avec toi. Je sais pas quand ça va se faire. Par pitié, tu me prends. Jamais par pitié, juste parce que ça serait tellement le fun. Parce que ça serait tellement le fun de voir autre chose avec toi. Moi, j'ai littéralement eu l'idée cette semaine, je me disais, on devrait faire un Kickstarter pour que Murphy aille faire une vidéo en France. Ça serait tellement écœurant, même. Preach m'avait proposé d'aller avec eux, puis Mike Ward, puis tout ça en Haïti. Puis c'est ça, tu sais. Puis Preach me dit, tu sais, j'ai dit parce qu'on a un running gag, tu sais, je disais. Je suis plus connu que toi en Haïti. C'est tout le temps ça mon running gag, autant avec les Haïtiens qu'avec les vedettes d'ici. Puis Preach, il disait, c'est vrai, t'as raison. Puis là, il m'a dit, mais attends, je m'en vais en Haïti bientôt, puis là, ça va changer. Puis là, quand il est revenu, on s'est vu dans le cadre de ZooFest. Puis là, j'ai dit, puis finalement, t'es-tu plus connu que moi en Haïti? Il dit, oh man, t'as aucune idée à quel point t'es une star là-bas. Là, c'est malade, là! Je pourrais pas... mais j'étais dans un café récemment, là, je ramène tout à moi, là, mais j'étais dans un café au coin de chez moi, l'hiver passé, en fait, puis j'étais assis, puis là, il y a une Haïtienne qui est assise à côté de moi,
Puis là, elle me dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes le mec qui parle créole? Là, je fais, ouais, ben oui, c'est moi, tu sais. Fait que là, moi, je sais pas, tu sais, je me dis, ben, tu sais, on entend de tous les accents à Montréal. Fait que je me dis, c'est une haïtienne de Montréal, tu sais. Fait que là, elle me dit, oh, c'est vous, blablabla, tout ça. Puis là, elle dit, moi, je viens de Port-au-Prince. Wow. Là, je fais, ah ouais, ça fait combien de temps que vous êtes à Montréal? Là, elle dit, ben, je viens d'arriver de Port-au-Prince, j'ai habité là toute ma vie. Là, je suis comme, oh, OK. Puis elle dit, monsieur, tout le monde parle de vous en Haïti. Là, je suis comme, what? Là, puis là, j'en parle, là, puis c'est sans prétention parce que je le vis pas ici, je vis pas, ben à part, quand la communauté haïtienne à Montréal, puis tout ça, mais je suis pas conscient de l'image que j'ai en Haïti, puis je vais probablement jamais en bénéficier. Fait que, je suis comme, ben, c'est une drôle d'anecdote, puis je peux m'en vanter sans courir le risque de passer pour un esti de pincé, là, parce que ça me donne absolument rien, tu sais. Mais... Ça me rappelle... ça me rappelle I'm Big in Japan. Tu sais, la oui, vieille ben, I'm Big in Japan, c'est un peu ça. C'est ça quand j'ai fait comme oh, je suis huge en Haïti. Là, j'ai fait comme big en Haïti, puis c'est là que je me suis mis à jouer là-dessus. Puis ben, c'est justement, tes recherchistes, je pense, c'est juste du web. Ouais. Émission défunte en passant. Ouais, Dead and c'est Dead. ça. Rest in peace. Ouais. Ils avaient lu ce que j'avais écrit. J'avais confronté un de mes détracteurs, puis j'avais dit je suis plus connu que Martin Matt en Haïti. Ben oui. Fait que, yeah. Mais puis une autre parenthèse par rapport à ça, tu sais, par rapport à des minorités qui créent à l'injustice, on les écoute pour essayer de comprendre. Deux, on peut comprendre qu'on a plus de similarités dans nos choses. Puis, ça me rappelle Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine. Okay? Moi, c'est un de mes bands cultes. Faudrait que tu me fasses l'école de Rage. Parce que, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'écoutais les gros hits. À peu près tout, mais presque pas de Rage Against the Machine. C'est vrai? Ouais, bon. les gros hits. Ouais. Longue histoire courte, Tom Morello a fait sa science politique à Harvard et le fils d'un activiste qui a marié un Kenyan. À l'époque, c'était très rough, là, ses parents étaient assez vieux. Puis, donc, un activiste, couple mixte dans les États-Unis de ces années-là, assez hardcore. Et lui, passionné de guitare, ultra innovateur, tripait sur Public Enemy, sur le hip-hop, il disait « Imagine si je peux faire des tunes de hip-hop 100% à la guitare. » Lui, c'était ça son modus operandi. Il a écrit un article dans le journal en demandant un MC socialiste over-engagé et politique en tabarnak contre le système. Puis Zach De La Rocha a répondu. Zach De La Rocha était dans un band punk à l'époque, mais faisait du gros rap. Puis il était comme du rap ultra agressif. Ouais. Puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Puis le groupe a été fondé avec Tim Crawford puis le batteur que je suis sur Instagram, que j'ai oublié son nom. Désolé mon chum. Mais bref, donc band ultra engagé qui faisait. Puis il jouait dans les squats là, le premier mois. Là, il était là, des anarchistes de gauche, de genre de communistes de les années 90, Che Guevara, Real Deal, ok, dans des squats. Puis ils ont enregistré leur album. Puis là, c'était tellement juste bon que un major qui s'appelle Epic a fait parfait, on vous signe. Puis ils ont blow up. En genre 6 mois, ils jouaient au jour de l'an dans la plus grosse scène là, commerciale américaine, tu sais. Puis c'est là où, pour moi, l'intérêt de Rage Against the Machine, c'est que c'est une contradiction ambulante, comme un paquet de bands punk rock anti-establishment, parce qu'ils sont devenus millionnaires en train de crier contre le système, tu sais. Un peu Hubert Lenoir est un peu ça, à mon avis, tu sais, comme même si c'est super essentiel ce qu'il fait, je suis fan de ce qu'il fait Hubert Lenoir, j'aime qu'il soit dans le paysage culturel, puis tout ça, puis tant mieux. Tu sais, puis pour moi, c'est différent. Lui qui va à la voix, puis qui va à Salut Bonjour, puis blablabla, qui fait la tournée des médias, puis tout ça. Pour moi, c'est différent parce qu'il brasse un peu, il bouscule quelque chose. T'sais. Fait que pour moi, c'est différent, mais il y a quand même cette contradiction de... Il n'a pas comme nécessairement fait son école dans l'underground. Faux. Il y avait un band avant. Là. Ouais, oui, c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça s'était pas rendu jusqu'à moi, tu sais, comme pas... Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça s'est passé très... Tu sais, il est quand même jeune, là, on s'entend. Fait que ça s'est passé très vite. Ouais, mais c'est différent aussi parce qu'il crie pas contre le système, tu comprends? Mais il prône des changements qui sont... C'est revendicateur quand même. Oui, c'est super revendicateur, sauf qu'il est pas en train de dire « fuck le capitalisme » puis genre « je cache le chèque ». Non, absolument pas. Ouais, non, c'est ça. Là où Rage, ça les mettait dans une situation très controversée parce que eux carrément, ils disent « abat le système », mais comme « here's the millions », tu sais. Ouais. Mais Sonic Youth avait fait ça aussi. Il avait signé avec le label de Starbucks.
Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ben, au début des années 2000, je pense, là. Tu sais, puis je veux dire, fucking Sonic Youth, là, tu sais. Puis là, il était comme, mais il me semble qu'il y a une méga incohérence là-dedans, il avait dit quelque chose comme, ben nous, on a toujours été du côté de la perversion, puis ça, pour nous, il y a quelque chose de pervers dans le fait dans le fait d'être fucking punk rock, puis en même temps signé avec Starbucks, tu sais. Les Vulgaires Machins l'avaient fait. Tu sais, il y a une tune qui s'appelle Parasite. C'est Nous sommes des parasites. Puis c'est un peu une espèce d'introspection. Puis ils ont composé la chanson après avoir réalisé que ils étaient sur un stage en chantant des chansons anticapitalistes dans un grand festival québécois avec une annonce de junk food en haut, de liqueur en bas, de l'Auto-Québec à droite, en se disant on est donc bien des hypocrites, nous sommes des parasites de notre propre message. Ben c'est ça, je trouve ça beaucoup plus punk que de se fermer les yeux puis de continuer à dire la même chose en continuant de cacher l'échec. Mais juste pour finir mon anecdote de Tom Morello, au début, quand il se faisait confronter là-dessus, il disait clairement, nous, on a accédé à cette popularité-là à cause que les capitalistes se sont dit, nous, on s'est dit, give them enough rope and they'll hang themselves, right? Fait que tu sais, quand tu donnes assez de là, ça peut te prendre dans la face en disant, ce band-là nous fait de l'argent, mais just so happen qu'il passe un message ultra anti-establishment, mais on fait de l'argent, donc, tu sais, c'est comme, ça devient de la propagande socialiste financée par le capitalisme, ironiquement. Je peux comprendre à la limite. Mais puis pour aller plus loin avec Tom Morello, puis c'est pour ça que je ramène ça aux discussions qu'on a eues sur la réappropriation culturelle. Lui, il disait en vieillissant, plusieurs années plus tard, tu sais, il continue de vivre avec cette contradiction-là. Puis je pense que en vieillissant, en général, je pense qu'il est normal que nos positions se nuancent dans la vie, puis qu'on comprenne un peu plus les enjeux. Puis j'espère qu'on devient moins dogmatique, j'espère. Puis lui, il disait, moi, mon règlement, là, c'est que je serai pas de tous les fronts, je serai pas de tous les combats. C'est sûr que je suis pas parfait, mais Bad Feminist de Roxane Gay qui parle de ça justement. Ça traite de ça, ce bouquin. Mais, jamais, c'est lui qui dit ça, mais je me suis absolument approprié cette idée, jamais je vais me mettre dans le chemin de quelqu'un qui revendique ses droits. Fait que je serais peut-être pas à l'avant-front avec lui, ça sera peut-être pas ma cause, je serais pas en train de marcher dans la rue, mais je vais bien m'arranger pour pas être le gars qui leur dit vous êtes niaiseux, ou je vais m'arranger pour pas être le gars le scab qui va fucker à la grève, ou genre, tu sais, c'est comme le minimum, on peut-tu au moins laisser les gens accéder à leurs droits sans se mettre dans leur chemin? Si au moins on peut faire ça, c'est le premier pas, puis c'est moins dommageable pour la cause, tu sais. J'ai porté des grills pendant un petit moment. Puis tu sais, j'ai porté ces grills-là dans mon pic de popularité avec la communauté haïtienne, puis tout ça, tu sais. Puis, je me disais, Chris, mes fans sont majoritairement haïtiens en ce moment. Fait que je me disais, tu sais, s'ils ont quelque chose contre les grills, si vraiment c'est de l'appropriation culturelle, ils vont me le dire, puis je vais être à l'écoute, puis je vais arrêter de les porter, tu sais. Personne me l'a dit, tu sais. Personne me l'a dit, sauf une personne. Et cette personne-là, que même si elle est seule contre les milliers d'Haïtiens qui n'ont rien dit et qui trouvaient ça nice que je porte des grills, cette personne-là est plus noire que je le serai jamais et elle connaît son truc pas mal plus que moi. Et j'ai fait comme, tu sais quoi, je vais pas me braquer derrière le fait qu'il y a plus d'Haïtiens qui sont down avec le fait que je porte des grills. J'ai fait comme, qu'est-ce que ça m'enlève? Est-ce que c'est de la censure que j'enlève mes grills puis que je les porte plus jamais? Absolument pas. C'est comme, je me dis, je suis à l'écoute de cette unique personne-là qui ne peut pas avoir tort. Peut-être qu'elle peut avoir tort au sein de sa communauté. Peut-être que, tu sais, parce que tous les Noirs ne pensent pas de la même façon. Ça se peut que sa communauté lui donne tort. Mais moi, j'ai tort par rapport à elle, tu comprends? J'aurais pas que j'ai tort, mais j'ai pas raison. J'ai pas nécessairement raison de faire comme... c'est que ça vaut pas la peine de monter au barricade pour de quoi d'aussi trivial de ton côté, mais d'aussi important de l'autre. C'est ça aussi l'affaire. C'est comme, les gens, ils paniquent en se disant, là, on pourra plus rien faire, mais c'est comme, bro, qu'est-ce que ça change dans ta vie, là? Il y a 1 million de sujets que tu peux traiter, là, qui seront moins problématiques pour certains, tu sais. Et même Preach. Preach, lui, est pas d'accord avec le fait que j'arrête de porter des grills. Tu sais, il m'a dit,
Mais non, tu sais, comme continue à les porter, tes grills. Qu'est-ce que ça fait? Puis tout ça, même Will Prosper, tu sais, m'a dit, oui, c'est de l'appropriation, mais il y a des trucs qu'on aimerait se départir plus que d'autres. Dans le sens où, il disait comme porte-les tes grills parce qu'on s'en crisse un peu, parce que ça fait pas notre fierté, puis tout ça. Mais sauf que moi, j'étais comme, mais preach, t'as tout à fait le droit de me dire que moi, j'ai le droit de porter mes grills. Ouais. Mais je vais même pas t'obstiner, je peux pas t'obstiner, mais je vais quand même décider de juste m'effacer, ne plus être un sujet de débat. Parce que ce débat-là, c'est une perte d'énergie inutile pour la communauté noire. Parce que c'est comme, est-ce que vraiment vous avez besoin de débattre? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se chicaner pour savoir si moi, le blanc, j'ai le droit de porter mes grills ou non? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de porter les grills? Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est reconnu comme étant un accessoire foncièrement black. Mais tu sais d'où ça vient, hein? Je veux faire une petite parenthèse. Ouais, ça vient des dents nord. Ouais. Tu sais pourquoi les gens portaient des dents nord? Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour se faire réparer leur carie. Non, ça coûte plus cher parce que c'est de l'or. Fait que c'est pas ça, c'est l'inverse. Ah, c'est pas ce que j'avais lu. C'est les pimps qui portaient des dents nord. C'est pas ce que j'avais lu. Parce que, mettons que tu es habitué de faire des va-et-vient en prison. Ouais. Puis que tu as des activités criminelles au jour le jour, puis que tu vis du crime organisé. Puis que tu es un pimp dans les années 80 à New York, par exemple. Ouais. Si tu te fais saisir par la police, on s'entend, ils peuvent facilement saisir ton auto, les possessions que tu as chez toi, ta drogue, donc toute ta valeur monétaire. Ouais. Sauf que même si tu rentres en prison, puis qu'ils t'enlèvent tout ton linge, puis t'es tout nu, puis tu rentres là, ils pourront jamais t'enlever tes dents en or. Fait que quand tu sors de la prison, t'enlèves ta dent en or, tu vas la cacher au pawn shop, puis tu repars tes activités criminelles. C'est de là d'où ça vient initialement. C'était comme une banque humaine, carrément, qui empêchait l'establishment policier d'enlever les richesses aux criminels de l'époque. Peut-être qu'il y a deux genèses à ça. Peut-être que la mienne n'est pas fausse non plus, puis je sais pas, il faudrait vérifier, mais c'est ça. C'est peut-être les deux aussi. C'est ça qui est nice avec un podcast, c'est qu'on... Ça se peut qu'il y en ait un ou deux qui parlent à travers son chapeau, puis on s'en calisse parce qu'on n'a pas Google pour contre-vérifier. Pour le contre-vérifier. Mais si vous êtes intéressé à faire vos recherches, on vous invite à le faire puis à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et juste terminer, c'est qu'il y a aussi le fait que, tu sais, la raison pour laquelle, tu sais, j'ai pas donné raison à Preach, sans y donner tort non plus, c'est que je voulais pas être ce gars-là qui dit... Oui, mais mon ami noir. Tu comprends? Token, mon ami noir m'a dit... Ouais, c'est ça, token. Ouais. Mon ami noir m'a dit que c'était correct. Fait que quand t'es rendu là, tu t'effaces du débat. Ça veut pas dire que... Tu sais, j'ai même pas d'opinion sur est-ce que les Blancs ont le droit de porter les grills ou pas. C'est même pas une opinion, c'est plus... C'est pas mon combat. Puis à partir du moment où c'est pas mon combat, je décide de juste me retirer. Puis je pense que c'est ce que les gens n'ont pas cette maturité-là encore de faire dans les débats des pièces de Robert Lepage en ce moment. C'est qu'ils n'ont pas cette maturité-là de se dire... j'ai ni raison ni tort. Exact. Je ne sais pas. On explore. Je ne sais pas et je laisse ces gens-là dont la voix a été étouffée depuis des années et des années. Même s'ils sont dans l'erreur, je les laisse faire leurs erreurs. Même s'ils sont dans l'erreur dans leur approche ou dans leur manière de nous dire les choses. Tabarnak, combien de fois les Blancs ont été dans l'erreur et se sont permis justement de ces erreurs-là sans consulter les femmes, sans consulter les communautés marginalisées. Puis tout ça, on a pris des décisions connes aux dépens de ces gens-là et sans les consulter. Combien de fois? Fait que là, maintenant que c'est à leur tour d'être écoutés, je pense que, tu sais, même s'ils font des erreurs, who fucking cares? Laissons-les faire, ces erreurs-là. Puis, tu sais, je veux dire, même dans les dernières années, tu sais, il y a eu de la dérape au sein du mouvement féministe, là. Tu sais, il y a eu de la dérape. Oui, il y a eu des dérives. Mais dans tous les mouvements, il y a des dérapes. Dans tous les mouvements, il y en a. Mais, tu sais, puis, tu sais, je reviens souvent là-dessus, je me dis, tu sais, dans ce débat-là, dans cette discussion-là avec les pièces de Robert Lepage, avez-vous remarqué que vous avez pu dire... Les gens qui s'opposaient là, qui s'opposaient aux gens qui s'insurgeaient contre la pièce, avez-vous remarqué que vous avez pu dire ce que vous aviez envie de dire sans que personne ne vous traite de raciste?
sans que personne vous traite d'homme blanc privilégié. Ça se peut que ça soit arrivé. Ouais, c'est arrivé pas mal, je te non, dirais. pas tant que ça. Dans pas, les commentaires, quand pas même. Autant, oui, mais parce que ceux qui se bornaient à faire, à un moment donné, c'est un dernier recours. Tu n'as pas le choix de le souligner à un moment donné. Mais avant, comme il n'y a pas si longtemps, ça n'était pas un dernier recours. C'était aussitôt qu'un blanc se prononçait, c'était ferme ta gueule, t'es blanc et t'es privilégié. Ça, il y en a eu de la dérive. Ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être 3-4 ans. Ça s'est estompé. Les militants, la gauche, les progressistes se sont remis en question. Il y a eu beaucoup de gens. J'ai écrit un texte par rapport à ça où je confrontais justement ces militants-là. Ouais, il y a eu des reportages à Radio-Canada, Corde Sensible, Journal de Montréal, Vanessa Destinée, elle a fait un reportage là-dessus sur les militants qui sont toxiques, puis tout ça. Il y en a eu sur la toxicité des safe spaces, puis tout ça, tu sais. Il y en a eu des reportages, il y a eu des remises en question, puis tout ça. Ça a été tellement court, ce moment-là, comparé à, mettons, toutes les fois où ma copine doit se censurer quand elle va à l'épicerie, puis qu'elle doit vérifier comme, bon, OK, je peux pas ouvrir mon sac tout de suite, parce que si j'ouvre mon sac, je vais tout de suite, je vais recevoir les regards suspicieux du commis qui va penser que je viens de voler quelque chose. Ou chaque fois que mettons, les femmes veulent dire quelque chose, puis c'est passif-agressif, c'est violent, c'est agressif, tout ça. Ça, c'est de la censure, puis ça dure depuis tellement plus longtemps. Fait que oui, il y a eu des dérives, puis tout ça, mais combien de temps ça a duré? Puis il y en a encore, je dis pas qu'il y en a plus, mais c'est plus ce que c'était, puis ça commence, tu sais, tranquillement, tu sais, les militants apprennent de leurs erreurs puis tout ça. Fait mais c'est plus ce que c'était, mettons, juste en 2017, c'était encore difficile de parler sans se faire taxer tout de suite en partant d'emblée d'hommes blancs, de privilégiés, blablabla. Tout ça, ta parole était disqualifiée systématiquement. Puis c'est vieux comme le monde aussi, tu sais, c'est un classique, la fameuse boutade, une des grandes tristesses du monde, c'est que les gens brillants sont pleins de doutes, puis les gens un peu niaiseux dogmatisent, puis ils ne vont jamais se remettre en question dans leur manière de traiter un débat. Ça revient à ceux qui avaient une réaction épidermique aux conversations sur la réappropriation culturelle, sans prendre une pause, puis faire comme « peut-être que j'ai tort ». Puis je pense aussi, je reviens encore à mon bon vieux Platon, classique cégep, mais genre, je pense que c'est ça la difficulté, c'est de prendre le chemin, de faire comme « oh, attends, je vais juste étouffer un peu mon ego 2 secondes, lui faire comprendre que peut-être qu'on va découvrir de quoi de nouveau aujourd'hui, fait que je peux me détacher de mes convictions du passé, juste pour voir c'est quoi l'opinion d'ailleurs, avant de faire comme « ben non, tabarnak! » Tu sais, ça, c'est absurde. Mais, puis, tu sais, encore une fois, avec le parallèle avec les francophones d'Amérique puis les Québécois, c'est quelque chose que j'avais discuté aussi avec des membres de ma famille pendant les fameux débats d'Ed Obese, le franglais, puis là, est-ce qu'on subventionne la culture francophone, puis je trouve que il y a un lien à faire avec Slave ou Slave, puis la réappropriation culturelle actuelle dans les discussions puis les enjeux. Puis récemment, encore une fois, mon père me disait, mais d'autres membres de ma famille, du côté de ma mère aussi, me disaient, il y a 30-40 ans, là, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on le prend pour acquis, comme un paquet de combats féministes sont pris pour acquis par les femmes d'aujourd'hui. Mais il y a 30-40 ans, mon père me disait c'était inconcevable qu'un jour je sois chef d'entreprise parce que j'étais francophone. Puis c'est pour ça qu'ils ont une réaction allergique dès qu'on touche à la loi 101, puis au français, puis au bonjour hi dans le centre-ville. Eux aussi sont des opprimés, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Exact, c'est ça l'affaire. Mais mon point aussi, c'est que nous-mêmes, on doit faire preuve d'ouverture dans les débats linguistiques parce qu'on oublie que mon grand-père se faisait dire « speak white » quand il parlait en français, puis on oublie que mon père voyait ses opportunités de carrière limitée par sa manière de parler. Hey, bon, fait faut le reconnaître puis continuer de protéger ça puis ne pas le prendre pour acquis dans notre vision des politiques linguistiques. Mais faut aussi se servir de ça comme levier d'empathie pour faire comme « OK, t'es en train de me dire que tu peux pas avoir une job à cause de la manière dont t'es né, un peu comme nous dans le passé, c'était le cas. Exact, mais on peut-tu jaser à nos vieux pour essayer de comprendre, puis voir comment on a réussi à s'en sortir puis aider à le faire tout le monde ensemble. Tu sais, c'est comme... C'est difficile, c'est un travail, mais I guess c'est pour ça qu'on est ici, pour essayer d'améliorer notre condition en tant qu'humain, tu sais. Mais voilà. Les intellectuels, en ce moment, plus vieux, les intellectuels un peu plus vieux, les littéraires, les érudits, puis tout ça, ils ont beaucoup de difficultés avec ça, avec cette notion d'appropriation culturelle,
Puis je comprends exactement ce qu'ils ne comprennent pas. Puis je regarde ça, puis je suis comme, tu sais, puis on dirait qu'à un moment donné, ils ont tellement de savoir que ça les limite. Parce que j'ai réalisé que, tu sais, par exemple, je parle souvent avec des gars comme, mettons, Jer Alain, l'humoriste Jer Alain, dont je suis allé à son podcast, le What's Up Podcast. Exact. J'adore ce gars-là, tu sais. Mais lui, il vient de Gatineau, il part de loin, il n'a pas évolué dans un milieu comme moi ou comme toi quand on est arrivé dans Montréal. Mm-hmm. Tout de suite, on a connecté avec des gens brillants puis tout ça. Puis je dis pas que lui, il n'a pas connecté avec des gens brillants, là, mais tu sais. Puis, on n'est pas tout à fait au même endroit, mais quand j'y parle, il est super à l'écoute. Il est super ouvert. Et lui, il est plus enclin à comprendre ce qu'est l'appropriation culturelle que la personne de 40 ans qui a passé sa vie à avoir le nez dans les bouquins puis tout ça. Ouais. Puis ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que ce que vous avez lu dans vos bouquins, une partie, là, pas tout ce que vous avez lu, mais ce que vous avez lu, une partie de ce que vous avez lu dans vos bouquins relate la vie justement des opprimés qui, eux, l'ont vécu. Tu sais, comme par exemple, moi, en ayant évolué dans un milieu précaire, j'ai compris Bourdieu avant même de savoir qui était Bourdieu. Ouais. Quand je me suis intéressé à Bourdieu pour la première fois, j'ai fait comme, ben oui, ça va de soi. Tout ça, je le savais déjà. Tandis que, tu sais, des gens qui ont évolué dans un milieu super aisé puis tout ça, vont lire Bourdieu, mais pour eux, c'est de la théorie, tu sais, c'est quelque chose qui assimilent, c'est de l'information qu'ils ont dans leur tête. Puis je trouve ça fucked up que quand ils sont devant de la violence symbolique, quand ils sont devant des inégalités sociales, puis tout ça, ils ne les voient même pas. Ça, je trouve ça fucked up. Puis ils nous obstinent en plus. Ils vont obstiner, par exemple, les Noirs qui parlent d'appropriation culturelle. Mais je suis comme, mais OK, toi, tu as lu les bouquins, mais eux, ils vivent. Ils sont ce qu'il y a dans les bouquins. Ouais, ils sont ce qu'il y a dans les bouquins. Fait eux, ils le vivent. Ils ont la pratique. Mais quand eux vont lire les bouquins que tu as lus, ils vont juste faire comme, mais ça va de soi. C'est ma vie qui m'est racontée, puis tout ça. Fait que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme, mais fais le lien, là, tu sais, fais le lien que, man, tu sais, quand toi-même, tu sais, il y a des gens qui m'ont appris à penser, qui m'ont appris à être ouvert, à être à l'écoute, à fermer plus ma gueule, à écouter plus. Ces mêmes gens-là, aujourd'hui, sont ceux qui me disent de fermer ma gueule puis d'écouter moins. Parce que ils sont comme confrontés. Ils font face aujourd'hui aux gens qui vivent exactement les théories qu'eux ont lues dans les bouquins. Fait qu'il y a quelque chose de contradictoire, il y a une incohérence là-dedans parce que c'est comme, mais Chris, tu devrais être en mesure de le saisir, tu l'as lu. Puis là, ils arrivent avec leur condescendance puis ils leur disent, non, ça n'a pas rapport. Moi, du haut de tout mon savoir, j'ai lu assez pour savoir que ce que tu dis, ça n'a pas rapport. Mais c'est sa vie. Tu sais, comme tu devrais, tu sais. Fait que c'est comme, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir lu tout ça si t'es pas capable de... C'est pas juste la culture et la littérature. Je pense que malheureusement, il y a aussi une question d'âge. Alors, je vais être âgiste pendant quelques instants. Non, mais oui. Mais c'est factuel. Mon ami Jesse Fuchs démontrait récemment qu'il y a une étude qui illustrait qu'en moyenne, à partir de 28 ans, les gens arrêtent d'écouter de la nouvelle musique. Ah, j'avais lu 35. OK, 30. J'avais lu 35. Mettons entre 28 et 35. Là, moi, j'ai lu 28 récemment, mais deux études qui corroborent qu'à partir... Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme... OK, je m'en vais découvrir tout de suite la nouvelle musique avant d'avoir 35 ans. Exact. Puis évidemment, c'est des tendances, c'est des moyennes, c'est pas fataliste, puis ça veut pas dire qu'à 35 ans, à 28... Not all mégalomane. Exact. Mais... c'est un effort aussi, avec l'âge, d'essayer de rester ouvert aux nouveaux concepts. Hey, c'est vieux comme le monde. Checkez toutes les générations du passé, ils ont toujours eu des problèmes avec les autres générations, puis la plupart du temps, la jeunesse avait raison. Fait qu'on peut-tu être d'accord sur le fait qu'on devrait s'ouvrir en vieillissant pour essayer de leur faire une place? T'sais, c'est la base, là. Et Chris, on l'a vu avec la culture du viol. J'étais sans prétention, j'étais un des premiers à me prononcer aussi vigoureusement sur la culture du viol en 2013, 2014. Il y avait Judith Lucier aussi qui en parlait. Il y avait d'autres féministes. D'ailleurs, c'est ces féministes-là qui m'ont appris ces notions-là de culture du viol. Ils t'ont nourri. Oui, absolument. Puis, on n'était pas beaucoup à parler de ça parce qu'il y avait un danger, là. Il y avait un risque à parler de culture du viol à ce moment-là.
Puis là, tu sais, tout le monde était comme « Ah, tabarnak, blablabla, puis tout ça, ça n'a pas rapport à la culture du viol. » Puis là, tu sais, ça a pris plusieurs mouvements de contestation spontanés qui ont eu lieu pour que, finalement, avec MeToo, on comprenne enfin Calice. Mais, tu sais, t'as pas envie, justement, de plus être ce gars-là à qui on dit « I told you so ». T'as pas envie d'être ce gars-là parce que tu le vois, là, il y a quelque chose qui est exprimé et ce quelque chose-là, il existe, il est là, il crée de la souffrance, il crée des inégalités, de l'injustice, il est là. Tu le sais qu'il est là. Pourquoi est-ce que tu fais pas juste prendre les devants puis te dire « OK, cette fois-là, ça sera pas moi », tu sais. Parce que là, tu sais, comme, je veux dire, je m'excuse, mais c'est pas que des militants, puis des activistes super engagés qui se sont indignés de la pièce de Robert Lepage. C'est des gens comme ma copine qui militent pas du tout, là, qui sont pas du tout dans ce milieu-là. C'est des gens de la communauté noire qui ont fait comme, mais oui, absolument, tout à fait, ça a du sens, ce que j'ai lu à propos de la pièce de Robert Lepage. Parce que c'est vrai qu'on est constamment étouffé, c'est vrai que je me sens pas représenté. Un texte de Elena Studley, je pense, qui avait lu son texte au théâtre avec moi, on a partagé la même scène, et elle avait lu un texte qu'elle avait elle-même écrit. Il est disponible là, sur Internet, je pense sur la Fabrique culturelle, justement. Elle avait relu sur la Fabrique culturelle. Puis elle disait que elle, tu sais, justement, tu parlais de Speak White, elle disait Speak White, oui, mais aujourd'hui, tu sais, le Speak White a pris une autre dimension parce que, tu sais, elle dit, moi, quand j'étais jeune, là, j'écoutais la télé, puis j'étais pas dans la télévision, tu sais, fait que j'ai pas eu le choix de me retourner vers des postes anglophones qui me parlaient, qui me rejoignaient, et ça, c'était des postes en anglais. Et c'était des postes, tu sais, dans le Canada anglais, il y avait beaucoup plus de diversité. À la télé américaine, il y avait beaucoup plus de diversité. Fait qu'elle n'a pas eu le choix pour se reconnaître dans la télé. Et pas juste ça, tu sais. On sait aussi l'état de précarité, tu sais, amène à pas avoir le câble, donc avoir des postes de base, qui avait beaucoup de postes en anglais, puis tout ça, puis blablabla. Fait que, tu sais, ce qu'elle disait, c'était que, tu sais, oui, je suis d'accord, puis tout ça, j'adore le français, je pense qu'elle est en faveur de la souveraineté, puis tout ça. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont en faveur de la souveraineté. Puis elle dit, mais comme Speak White, ça me rejoignait moins parce que pour survivre, ben, c'est une manière de parler, mais c'est pour survivre. Pour se reconnaître identitairement. Oui, c'est ça. Il fallait que... Qu'elle apprenne l'anglais. Oui, c'est ça. Il fallait que j'aille vers ces figures-là qui m'étaient présentées à la télé sur les postes anglais, tu sais. Fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, mais moi, entendons-nous. Là, vu qu'on a touché un peu à la politique, moi, personnellement, ma vision, c'est que oui, on doit continuer de protéger le français parce que c'est important, parce qu'on est tellement minoritaire. Sauf que moi, je suis ultra pro-bilinguisme. Je pense que dans mon monde idéal, tous les Québécois ont un bon français et un anglais fonctionnel parce que c'est important pour avoir accès au monde, selon moi. Puis c'est peut-être un projet de 15, 20, 30 ans, là, sauf que t'as besoin des deux parce que quand je vais en Russie, puis que le monde parle russe, mais ils peuvent aussi me parler anglais. Donc, c'est juste la première étape. Oui, continuons de protéger notre langue parce que c'est un joyau en péril, d'un point de vue gaulois contre les Romains. Mais effectivement, moi, je suis bien plus à l'aise avec le bilinguisme parce qu'en plus, selon moi, c'est une raison pourquoi les Québécois sont tellement créatifs. T'sais, on s'entend qu'il y a beaucoup d'industries créatives qui foisonnent ici. C'est pour un paquet de raisons, mais aussi des raisons politiques, mais sociologiques, mais aussi à cause qu'on est bilingue, parce que c'est démontré que les gens bilingues sont plus créatifs parce que ça te démontre à penser différemment aux mêmes problèmes. Bref. J'ai un petit problème aujourd'hui avec le franglais. Avant, j'étais un fervent défenseur du franglais. Aujourd'hui, j'ai un petit problème avec ça. Pas celui qui est issu des communautés, des communautés black puis marginalisées puis tout ça. Non, le franglais des Québécois blancs bourgeois qui savent pas tout à fait d'où ça vient et qui le forcent un peu, qui forcent un peu le franglais à un point où c'est pas une nécessité. L'autre jour, ça devient fourni, ça devient français de France. Quand moi je me suis intéressé au franglais, c'est parce que j'évoluais dans la scène hip-hop, rap québécois, tu sais. Fait que
fait que moi, je comprenais que c'était une nécessité pour les Haïtiens, par exemple, de parler le franglais puis tout ça, puis ça appartenait à la culture hip-hop puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, là, les plus jeunes, là, tu sais, ils débarquent de Rimouski, s'en viennent à Montréal, puis pour eux, là, pour vivre pleinement la montréalité, là, il faut... Grosse ref, Montréalité. Yeah. Il faut qu'ils dans leur tête, ils se disent, OK, là, mon mode d'emploi, là, ils ont leur guide, il faut que je parle franglais quand je suis à Montréal. Je commence à utiliser l'expression. C'est ça, mais puis c'est comme, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Puis là, tu sais, ils écoutent du rap keb, mais ça, on en a déjà parlé, là, on en a déjà parlé dans le premier épisode. Exact. Là. Tout comme Bourdieu, d'ailleurs. Ouais, exact, c'est ça. Fait qu'ils écoutent... Il écoute du Loud Larry et Just puis tout ça, du À la Claire, mais ils investiguent pas, ils fouillent pas, ils vont pas plus loin, ils savent pas vraiment d'où ça vient. Puis ben c'est ça, puis c'est que leur franglais, c'est leur franglais, tu sais, ils se le sont appropriés. Puis là, ça donne des affaires, tu sais. L'autre jour, j'étais chez Urban Outfitters, puis là, j'entendais comme une fille qui disait... j'ai pas encore figure out qu'est-ce que je voulais porter aujourd'hui, fait que je vais aller dans Kid Section, puis blablabla. Puis j'étais comme, dans Kid Section, figure out, tu sais, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais c'est drôle parce que, tu sais, je comprends absolument ce que tu dis, mais la ligne est tellement mince entre genre, oh, t'es rendu du bord de genre de bas-côté, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme, t'as raison de le critiquer puis d'y réfléchir. C'est parce que c'est pas une nécessité. Mais c'est fou à quel point c'est pas loin, là, tu sais, de redevenir un argument classique, tu sais. Parce que, tu sais, le figure out, puis non, mais je comprends, mais... C'est important de le décrire. Non, c'est pas figure out mon problème. C'est Kid Section. Mon problème, c'est Kid Section. Je suis comme, tu sais, c'est parce que ça sonne forcé. C'est juste, tu utilises mal le franglais. C'est pas le franglais de ceux de qui c'est né. C'est devenu de l'appropriation culturelle de oui, Montréal. Mais c'est ça, c'est de l'appropriation culturelle. Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai postée. Tu sais, Gab Joka a écrit, c'est la première fois que je te vois faire du contenu négatif de ta vie. J'ai juste posté une vidéo qui était comme un peu maladroit, une comédie musicale sur la ville de Montréal. C'est incroyable. Tu iras voir là, si jamais tu l'as vu sur Facebook. Mais c'est comme un chanteur issu de la comédie musicale Star Academy Pop 1990 qui chante sur les méga clichés de notre ville que tu peux pas t'imaginer à quel point c'est des méga clichés puis que c'est comme c'est plus gros. Qui chante? Ouais, qui chante, tu sais, c'est painful. C'est pas la chronique de... Non, c'est une chanson faite par un Québécois, là, OK? Ah, OK. Mais, puis là, moi, j'ai dit maintenant, c'est ça que j'utilise comme objet de démonstration de ce qu'est que l'appropriation culturelle, parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle montréalaise. Parce que clairement, t'as aucune idée c'est quoi habiter ici. Ouais. T'as juste lu le journal où tu t'es fait. Puis là, je sais qu'il y a un contexte, t'es dans une pièce de théâtre, je sais pas trop ce que ça implique, c'est un produit culturel web, j'ai juste vu une chanson très maladroite sur la ville de Montréal. Puis je me dis, fait que c'est un Montréalais, il va faire ça n'a aucun bon sens. C'est exactement ça, l'appropriation culturelle. C'est quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, qui essaie d'imiter quelque chose puis qui comprend pas. Puis c'est la même chose avec le monde de Rimouski. Moi, tant mieux si le franglais est contagieux parce que je repense à moi quand j'étais un ado, j'habitais à Montréal, mais quand j'allais aux États-Unis, puis je passais un peu de temps là, puis il faut dire aussi que moi, dans ma famille, il y a de l'anglophone. Forrest, c'est irlandais, ça vient de l'anglais. Puis j'ai 2 parents francophones, sauf que très tôt, ils ont poussé à ce que j'apprenne l'anglais parce qu'ils savaient que ça allait être utile. Puis il y a aussi les liens familiaux, tu sais, Forrest. Bon. Mais quand j'allais aux États-Unis, là, mettons, on va dire à l'âge de 16-17 ans, peut-être 18, quand j'allais en road trip, puis je passais assez de temps là, les gens me disaient « Mais toi, t'as un accent de New York ». Puis j'étais comme, ben pas du tout, je viens de Montréal. Toi, tu veux venir de New York? Je disais, mais trop pas. Okay. Jusqu'à ce que je comprenne que, d'après moi, c'est parce que... C'est le franglais qui t'a fait travailler. Oui, puis le East Coast aussi, tu sais, le fait qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Mais j'écoutais beaucoup de Wu-Tang Clan. S'il y a des gars qui ont des accents new-yorkais gros comme le bras, Wu-Tang Clan et Seinfeld. Tu sais, Seinfeld qui est aussi un sitcom culte des années 90 où ils ont des gros accents new-yorkais. Puis donc, mon anglais est devenu cet anglais-là. Donc, tu sais, je peux pas trop en vouloir au kid de Rimouski qui se met à parler comme les Dead Obeys parce que des fois, ça va être phony puis il va juste le dire pour se trouver cool. Ça, c'est plate. Mais des fois, ça va comme insidieusement juste entrer dans son vocabulaire puis ça va faire partie du subconscient qui fait qu'on a des idées puis qu'on évolue toujours en société. Non, mais moi, en fait, c'est vraiment le truc, tu sais, parce que moi, le franglais, tu sais, c'est juste que
j'aime pas qu'on en fasse une affaire de jeunes. Parce que c'est pas vrai que... C'est pas nécessairement vrai que c'est une affaire de toujours qui a appartenu aux Montréalais at large et qui a appartenu à la jeunesse at large. Je trouve ça important qu'on mette ça en contexte que... ça vient surtout des quartiers défavorisés, à mon avis. Ça vient surtout des gens qui n'ont pas eu le choix de... Certainement, slangs, il y a une grosse partie qui vient de là, mais moi, personnellement, je suis né à Tétroville, qui est... Moi, je disais toujours, c'est entre Anjou puis Hochelaga Maisonneuve. Fait que c'est un peu la moyenne des deux. Puis moi, j'ai 2 parents qui travaillaient. J'étais un enfant privilégié, définitivement. Mais métro Honoré-Beaugrand, Rivière-des-Prairies, au quotidien, je devais parler en anglais une fois de temps en temps parce que c'était un gros melting pot culturel. Puis, moi, étant né sur l'île, j'ai l'impression que c'est loin d'être juste dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers plus difficiles que le franglais bien, parce que oublie pas qu'il y a des anglos le blanc là, tu sais. Oui, mais moi, je jouais au water polo contre eux, puis mon anglais se développait aussi parce que je jouais contre DDO, puis ils parlaient en anglais. Oui, absolument. Donc, tu sais, faut pas non plus négliger cette fameuse fracture anglophone-francophone blanche qui existait avant la fracture aussi des communautés immigrantes qui s'est mêlée à ça. C'est juste le fait que les bourgeois blancs se sont appropriés le franglais. Mais n'importe quoi qui devient une esthétisation, ça devient glam, ça perd son essence, ça devient phony, puis il n'y a rien de plus laid que de quoi de phony. J'ai une question ouverte pour toi. Des fois, je m'amuse à réfléchir à ça dans mon auto quand je réfléchis à l'appropriation culturelle. Puis c'est quand même un vieux débat, mais moi qui me revient aujourd'hui. Être blanc et rapper en 2018, quelles sont les responsabilités d'un rappeur blanc, selon toi? Parce que on en parlait dans les années 90. Là. Toi, t'es un grand féru de la scène hip-hop québécoise. T'es là depuis longtemps. C'est pas la première fois qu'on adresse ça. Moi, c'est sûr que je dirais jamais à un blanc de ne pas rapper, mais je vais dire à un blanc de faire ses recherches avant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire? Moi, j'ai vécu le nettoyage de Baxter Dexter aux premières loges. Shout out Baxter Dexter. Et je l'ai vécu, là, j'étais aux premières loges, ça s'est passé sur mon forum internet à l'époque. Aux gens, le nettoyage, en fait, c'était pas nécessairement contre les rappers blancs, c'était contre les rappers qui ne parlaient pas de leur réalité. Fait que j'ai vécu ça, mais c'est une autre époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de respect de la part des rappers blancs. Puis ça, justement, il y a un parallèle à faire. Est-ce que c'est de la censure que les blancs ne prennent pas la chance d'essayer de jouer les blancs qui viennent de quartiers aisés, là, par exemple, là, qui ont eu la vie facile? Est-ce que c'est de la censure que ces gens-là ne se sentent pas confortables d'aller jouer les gros gangsters puis tout ça, genre? J'espère que non. Mais non, c'est pas de la censure parce que justement, c'est une question de respect. Et là, attention, il y a des Blancs qui sont gangsters aussi, puis blablabla, il y a des Blancs qui ont évolué dans les quartiers Saint-Michel, blablabla, tout ça, là, tu sais, ça... Not all white men! Non, mais c'est parce que je me suis fait reprocher, puis en tout cas, j'étais comme, j'aurais dû nuancer tout ça, mais tu sais, c'est juste... Tu regardes, mettons, Yes McCann. Quand Dead Obies est devenu populaire, Yes McCann aurait pu s'asseoir sur son succès. Mais, je pense que je l'avais dit ça aussi au premier épisode. Je sais pas, je me souviens pas, il aurait pu s'asseoir sur son succès puis faire « Check, j'ai travaillé pour me rendre là, je suis là, puis blablabla. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au fucking Word Up pour se mettre en danger, tu comprends? Il est allé chercher Roy Enoch, il est allé chercher, il a fait un track il a fait une reprise de Fais pas ton niaiseux avec CDX, qui est un classique de l'époque du nettoyage. Ça, c'est une belle référence, ça c'est du real deal. Il y a Baxter Dexter qui est dans son plus récent clip, puis tout ça, au Bia le Chef, je pense, High Classified, puis tout ça, tu sais, il a payé hommage à ceux qui l'ont précédé puis tout ça. J'étais au Franco, on était ensemble, tu sais, les Franco où ils ont fait ouvrir les Franco avec le rap keb. Exact. Puis il y a 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Puis pendant comme entre 2 bands, je pense que c'était Toast Dog ou DJ Manifest, c'est un des deux, qui a joué du Connaisseur, du King puis du Rain Man, les gros classiques. Ça, c'est le respect. C'est le respect. Loud parle de connaisseurs. Il dit à un moment donné sur le corner. Il a dit ils ont mis connaisseurs sur MySpace. C'est des références comme ça pour dire j'ai fait mes écoles, je sais d'où vient le rap. Puis ça t'évite justement
ben des soucis, tu sais. Puis c'est intéressant aussi parce que moi, j'aimais bien l'allégorie. Les Blancs sont invités dans la maison du hip-hop. Fait que quand t'es invité chez quelqu'un, t'enlèves tes souliers puis t'es respectueux, right? C'est comme, tu fais les règles à la maison un peu. J'aimais beaucoup cette allégorie-là jusqu'à temps que il y a comme 2-3 ans, il y avait une montée du rap gay, du rap gay-lesbienne. Le rap a toujours été un outil extrêmement utile pour les minorités pour se faire entendre. Peu importe, la minorité persécutée, right? Puis là, il y avait des vieux de la vieille afro-américains qui disaient « Non, vous êtes des invités dans la maison du hip-hop, puis nous, on parle pas d'affaires gays. » Puis là, j'étais là « Ah, fuck! » Genre, parce que là, on est en train d'empêcher l'évolution d'un médium pour, selon moi, les mauvaises raisons. Sauf que j'ai toujours gardé ça en tête. Moi-même faisant des fois du rap en français et en anglais, étant blanc. C'est super intéressant, par exemple, parce que, tu sais, c'est parce qu'ils ont été mis de côté tout le temps. Cette communauté-là a été mise de côté longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, je peux comprendre, tu sais, j'ai pas nécessairement mon mot à dire quand un rapper black est homophobe, par exemple, parce que, tu sais, je sais d'où ça vient, je sais que, Chris, on t'a pas inclus, tu sais, on t'a pas inclus, puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que je peux comprendre, puis c'est pas à moi de dire ça. Il y a un lavage de linge sale en famille qui doit se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, tu as des figures comme Young Thug qui débarquent, qui arrivent avec des vêtements comme spécifiquement pour femmes, puis tout ça. Puis, Chris, on avance. C'est tellement plus puissant, ça. Puis on avance à grands coups de tabarnak. Ils nous font tellement plus avancer que, tu sais, comme par exemple, moi, les gens qui s'accrochent à Plume la Traverse, tu sais, puis qui me disent, tu devrais écouter Plume. Plume, c'est un revendicateur. Plume, c'est un badass. Puis tout ça, je suis d'accord avec toi que Plume, c'est un de nos grands. Plume, c'est notre Bob Dylan. Il résiste. C'est un grand, puis j'ai rien à dire contre Plume, mais point de vue subversif, Plume ne me donne pas ce que le hip-hop me donne. Le hip-hop a franchi des levels incroyables de genre d'affranchissement, puis d'émancipation, puis tout ça, puis d'amener des réflexions, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des XXXTentacion? Qu'est-ce qu'on fait avec des 6ix9ine? Qu'est-ce qu'on fait avec des Chris Brown? Puis tout ça. Ça suscite de la discussion chez les féministes, dans la communauté black. Tabarnak, la discussion est là. Plume la Traverse ne suscite pas ces discussions-là, tu comprends? Mais peut-être qu'il les a déjà suscitées à une autre époque. Moi, maintenant, je garde en tête l'affaire de mon père qui me disait il y a 30-40 ans, je pensais jamais être chef d'entreprise à cause que j'étais francophone. Oui, c'est ça. Là, je fais comme, wow, peut-être que dans le temps, Plume, c'était crissement en avance sur son temps, puis je m'en rends pas compte maintenant. Mais la raison pour laquelle je ne peux pas triper sur Plume, pour la raison qui m'est fournie par mes amis qui sont fans de Plume, c'est que Chris, le hip-hop m'offre beaucoup plus que ce que Plume peut m'offrir. Plume a ses limites en 2018, tu comprends? Même si c'est un grand homme, puis tout ça, je le répète. Mais Plume a ses limites si tu l'opposes au hip-hop. Et ces amis-là qui me parlent de Plume, pour eux, Plume représente beaucoup, justement, parce que eux ne sont pas fans de hip-hop. Fait que là, je suis obligé de leur dire, tu sais, c'est parce que, man, j'écoute Young Thug. Tu sais, comme, j'écoute Young Thug, j'écoute Kendrick Lamar, j'écoute Childish Gambino. À la limite, Hubert Lenoir avant Plume. Gros statement. Mais moi, je suis un grand fan de Plume aussi, puis je vais dire de quoi, je l'ai vu. Les YouTubers, tu sais, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais il y a des YouTubers, tu sais, Gabriel Marion. Ouais, exact. Apporte beaucoup plus que Plume aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est... Je comprends. Fait que tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, chapeau à Gabrielle, super intéressant. Elle a des gros vidéos récemment sur sa transition, des grandes opérations qui ont été faites. Puis si vous voulez avoir un compte très personnel de ce que c'est, je vous recommande la vidéo. J'ai eu la chance de la voir très rapidement là, après être en pleine forme, resplendissante. Donc chapeau, puis allez voir ça si vous avez la chance. Puis ça n'enlève Gabrielle Marion, une Québécoise à suivre si vous êtes intéressé par ces enjeux. Une femme trans, c'est ça qui a documenté sa transition. Exact. Mais ça n'enlève rien à Plume. Ça y enlève absolument rien. C'est juste qu'il faut comprendre qu'en 2018, il y a quand même
c'est limite, tu sais. Fait que c'est juste ça. Mais moi, j'ai vu Plume Latraverse se moquer de la disque, live sur le stage, être un punk à la disque, tu sais, genre, puis j'ai eu la chance, j'étais dans la pièce, puis je trouvais ça punk et très bon et très drôle, puis ça, déjà que j'étais très sympathique au message puis à l'idée de Plume, de le vivre un peu live puis de le voir se moquer du télésouffleur puis de prendre beaucoup trop de temps alors que c'est un gars là live. Oui, ben comme, ça, c'est sa manière un peu de lutter contre l'establishment. C'était excellent, j'ai adoré le moment, mais ça sera jamais aussi punk que quand le 8-3 a interrompu Guillaume Lepage, tu comprends? Fait que tu sais, comme, puis c'est pour donner un exemple concret de ce que tu dis, à l'époque, puis là on est ailleurs, là, mais à l'époque ça c'était vraiment révolutionnaire, puis chapeau de l'avoir fait. Puis aussi Plume versus le hip-hop, le hip-hop ça fait pas mal plus shaker ton char. Puis ça c'est non négligeable. Absolument. Quand tu fais un petit massage de vibration aérienne. Et pas juste ça, il faut dire aussi que le rap, c'est, tu sais, comme tu t'écoutes, mettons, je sais pas, je dis un exemple au hasard, là, les Lyon ou, tu sais, comme une émission très consensuelle, là, très ça existe ça encore, les Lyon? Je sais pas, la fausse aux Lyon? Ouais, c'est ça, je sais pas. Là, morning show. Deux filles le matin, salut, bonjour, tu sais. Tu vas capter des slangs hip-hop dans ces émissions-là. Tu vas écouter, mettons, Rouge FM, il y a un dude, je sais pas c'est qui le dude, mais je passe mon temps dans les friperies, fait que c'est toujours Rouge FM. Ah, cool. Puis il y a un dude qui rappe, puis c'est un dude blanc, ben je pense que c'est un dude blanc, je voudrais pas... Ah, le gars des nouvelles, là? Ouais, je pense que... François quelque chose, là? Je sais pas. Il rappe des nouvelles, right? Mais c'est ça, il est blanc, sauf il est que, blanc. tu sais, il rappe... Je lis sur Facebook. Il rappe, puis, mais comme Chris, le hip-hop est considéré comme trop violent pour être sur les radios commerciales. mais puis tout de suite après, t'as Robin Thicke qui fait l'apologie de la culture du viol dans une chanson, tu sais. Fait que c'est comme, il y a un non-sens là-dedans. Mais ça... Fait que, tu sais, juste le fait que cette espèce d'incohérence-là qui fait que la musique hip-hop a dépassé le rock, là, puis a changé le monde de la musique, le monde dans lequel on vit. Tout est pensé en fonction du hip-hop quasiment aujourd'hui. Ben oui, puis Orelsan en parle beaucoup aussi dans ses dernières chansons puis ses dernières entrevues. Fait que moi, quelqu'un qui rappe aujourd'hui, qui fait du rap de rue, qui parle de sa réalité, puis qui struggle à se faire entendre, comme... Pour moi, ça, déjà, tu sais, cette espèce d'incohérence-là, c'est plus puissant, le fait que cette personne-là rappe, qu'un Plume Latraverse à qui on a accordé de l'attention, puis que lui, tu sais, Plume va mourir, il va avoir un buste à son effigie dans un parc à Montréal, tu sais. Connaisseur n'aura pas son buste, tu comprends? Connaisseur a amené beaucoup au rap game. Ah, c'est triste parce que c'est tellement vrai, on aimerait donc ça, avoir un buste de Connaisseur, mais ça va prendre des gens qui continuent de lui rendre hommage, comme Loud, comme Yes McCann. Mais c'est ça, fait que tu comprends, fait que c'est ça mon point, c'est juste comme, mais... Il y en a que leur voix continue à être étouffée. Puis ça, pour moi, ces gens-là sont beaucoup plus badass que tu sais, ils confrontent le star system, confrontent la police. Chris, il y a des gens qui sont recherchés par la police qui continuent à rapper avec un masque, tu sais, comme ils continuent avec leur vrai nom de rappeur. Je vais t'en conter une excellente, mais c'est après les ondes parce que ça serait incriminant, mais je vais t'en conter une bonne sur des rappeurs montréalais actuels qui sont vraiment intéressants à suivre. Je n'en dis pas plus. J'ai eu la chance de passer à Sur le Corner récemment, j'ai adoré passer à l'émission. Vulgaire, DJ Org. C'était malade. DJ Org était pas là, mais une méchante belle gang à CBL. C'est bon, étais-tu là? Ça serait non, Seba et Rock, non, il était pas présent. Non, mais parce que il me semble que Seba il mixe à Sur le Corner la dernière fois. Ouais, il me semble que mais ça doit dépendre des émissions là. Il était là la dernière fois. Mais j'ai beaucoup aimé passer là avec Goofy, j'ai rencontré Johnny Lyrics, un rappeur que je ne connaissais pas du tout, que j'ai apprécié. J'ai écouté la moitié de l'album encore, je vais finir bientôt, mais j'avais juste oublié en fait. Ah oui, c'est vrai, ils sont rendus à CIBL. Moi dans le temps, il était juste sur un Facebook Live. Exact. Ben, c'est cool, ça fait comme une double diffusion en même temps, tu sais. Mais j'ai adoré. Vulgaire qui a animé un show qui est un ancêtre des YouTubers qui a animé un show Montréalisme sur 33 Mag à l'époque. Vintage. À l'époque, là, en 2005, 2006, puis tout ça. Là, il imitait d'ailleurs Paul Piché. Il avait sa propre version de Paul Piché. Yeah. Mais un autre truc par rapport à ça, puis tu sais, ça, on l'a dit peut-être 100 fois au podcast, je serais curieux de savoir combien de fois on a dit ça, mais ridicule que
comme tu dis, à Rouge FM, ils jouent pas des pièces hip-hop. Même du hip-hop smooth, là, ça existe. Là. Du hip-hop là, qui ferait plaisir aux matantes, là, ça existe. Là. Blanc ou noir, là, ou de tous les pays possibles, il y en a. T'as juste besoin de mettre ton pied dans les temps pour comprendre qu'il y a un univers incroyablement intéressant là-dedans. Puis, je suis super content pour Loud, qui a été #1 des radios francophones avec sa chanson Toutes les femmes savent danser. Tant mieux, c'est un trailblazer, ça prenait ça. Mais Colin, il était du temps. Puis là, on peut-tu mettre des tunes qui sont autre chose que du... Tout mon respect, que de la pop? T'sais, parce que oui, c'est du rap, mais c'est comme... La chanson, ça ressemble un peu à... J'ai oublié le nom du roux anglais qui chante... Non. Il est pas roux, Post Malone. Le petit roux que tout le monde aime, là... Celui qui chante Shape of You, là. Ouais, c'est ça. Yeah. I'm in love. Bref, justement, Shape of You puis Toutes les femmes savent danser, c'est Gabriel Jonca qui m'a fait remarquer que c'est deux chansons très similaires. Mais c'est pas la première fois que dans la pop, il y a des chansons similaires. Puis c'est tout mon respect au créateur de Toutes les femmes savent danser, ce qui est une grande chanson, et qui s'est rendu #1, et tant mieux. Mais là, on peut ouvrir les fleuves, puis s'il vous plaît, avoir du rap qui vient pas juste d'un blanc-bec d'Antique à la radio québécoise pour financer les institutions culturelles, parce que la radio continue de payer la musique encore aujourd'hui, puis on en a besoin, puis qu'on est la seule ville de l'Est de l'Amérique à pas avoir de radio hip-hop ou à ne pas jouer de hip-hop sur nos top 40, tu sais. C'est ridicule. Mais te rappelles-tu, moi, en tout cas, tu étais peut-être plus jeune que moi, là, mais tu as sûrement connu cette époque-là. Mais moi, quand je suis rentré au secondaire, là, ce qui jouait majoritairement sur la radio mainstream québécoise, c'est quoi, puis tout ça, c'était du P. Diddy, c'était du Will Smith. Après ça, il y a eu du Eminem. Là, moi, je me souviens, le jour où j'ai mis un H, j'ai dit Eminem. Très québécois. C'est tellement québécois. Très québécois. Mais moi, quand j'ai entendu Eminem pour la première fois à Radio Énergie, avec des censurés, avec des j'étais comme, oh boy, game changer. Maintenant, il va y avoir du rap à radio. Que j'avais tort. Il y en avait beaucoup, là. Puis, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, moi, j'ai évolué dans un univers où la radio mainstream, était très hip-hop. Puis là, tranquillement, quand il y a eu les 50 Cent puis tout ça, là, ils ont juste éradiqué le rap des radios commerciales francophones au Québec, mais ça a continué partout à travers le monde. En France, ils ont continué à jouer du rap. Partout dans le monde. L'autre jour, je me suis promené un peu sur Internet, puis on est, je pense, là, on est un des seuls endroits au monde où, Chris, on jouait fucking pas Cardi B. Oui, je sais. C'est incroyable. Cardi B était dans, tu sais, même Post Malone, on jouait pas Post Malone. Il est blanc. Puis moi, la dernière fois que j'ai eu une bonne discussion avec des gens qui travaillent en radio professionnellement à ce sujet-là, je me suis fait dire, très sérieusement, ça serait un tune-out factor. Les gens, ils apprennent. T'es dans quelle année, man? C'est le style de musique le plus populaire au monde. Le #1 artiste, c'est Post Malone. T'sais? Puis là, tant mieux, je l'entends un peu plus dans le top 40, puis c'est good, Drake, Kendrick Lamar, comment ça se fait qu'on n'entend pas ça à C'est quoi, Rouge FM, tout ça? J'entends tout le temps leur slogan, le nouveau Rouge FM. Il n'y a rien de fucking nouveau, là, Chris. Tu sais, c'est encore genre des dudes qui jouent de la guitare sèche puis qui rappent genre je t'aime tellement, je t'aime jusqu'au bout de la planète. Tu sais, c'est comme vous êtes même pas des poètes, c'est même pas nécessaire. Vous êtes même pas des pâles copies de Marc Dupré. C'est même pas nécessaire là, tu sais, comme je comprends pas, c'est que tu sais comme vous prenez la place de Obia le chef. Vous prenez la place de iClassified. Vous prenez la place... Je serais surpris qu'iClassified joue à rouge. Mais tu sais, à Énergie, par exemple, il pourrait en tabarnak. Je te dis, Zach Zoya à Énergie, le crime, why not? T'sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ils prennent la place de gens qui pourraient nous rapporter la rue, puis... je sais qu'il y a des choses qui sont moins, qui rendent plus down, là, je sais que... Mais tabarnak, comme un petit effort au moins, puis au moins du rap américain, là, qui est déjà dans toutes les top 40 au monde, partout à travers la planète. Là, comme, après ça, viens me dire que le système n'est pas raciste. Là. Ça, c'est raciste. Là, ça l'écrissement. Là, surtout quand tu utilises éhontément du franglais, du slang, puis que t'oses rapper. Puis, tu sais, le dude qui rappe en plus, tu sais, il rappait sur, mettons, des beats de Jump Around. Tu peux pas être plus blanc que ça, là, tu sais. Jump Around, rap irlandais, man. Gotta represent, man. Ça vient des ancêtres. Moi aussi, je suis irlandais, allemand. Ah ouais? Ben oui. Malade.
Des fois, j'ai le goût de faire les trucs de test d'ADN pour savoir d'où je viens, mais là, il y a tellement de scandales. Je sais pas si tu as suivi récemment, là, mais un des plus populaires aux États-Unis s'appelait 23andMe, puis ils ont été achetés par une méga compagnie pharmaceutique, puis il y a du monde qui panique un peu en se disant le jour où ils savent que genre j'ai une maladie génétique qui va apparaître dans ma vie dans 20 ans, je serai plus assurable, tu sais. Fait que il y a quand même un enjeu à donner ton identité génétique à une compagnie auquel tu fais confiance, qui en fait se fait acheter par un géant auquel tu fais peut-être pas confiance. Mais fait que bref, super intéressant parce que j'ai plein d'amis, par exemple Aïcha Vertu, aka DJ Gaillard, qui a participé à ça. Puis là, elle panique parce que, tu sais, elle voulait avec raison connaître son identité, tu sais. Puis c'est super, c'est intéressant. Puis peu importe d'où on vient, moi je suis sûr que la génétique, ça nous apprend un paquet d'affaires. Sauf que là, son symbole de 23andMe est dans les mains d'une compagnie énorme auquel elle fait semi-confiance. Fait que là, il y a comme un genre de bad feel par rapport à ça. Puis je comprends absolument. Moi-même, je suis comme... un sujet extrêmement sérieux. Oui, vas-y. Tu as fait un pont parce que tu as parlé d'Aïcha, puis tu as parlé de Gaillance. Ça me ramène à Gaillé de Fouki. Ben oui, de Fouki, ma copine ne le connaissait pas du tout. Puis moi, dans ma tête, quand Fouki rappait son track Gaillé, pour moi, ça m'est jamais venu à l'esprit que ça pouvait être de l'appropriation culturelle. Ben, juste un peu. Je l'ai jamais vu. Juste un peu, ben, parce que, tu sais, au même titre que moi, je faisais des vidéos en créole, puis je me disais... J'ai entendu que son beau-père serait haïtien et que puis je me disais puis en plus le gars doit être tu sais il a sûrement grandi dans des quartiers Saint-Michel tout ça puis il a sûrement plein d'amis à l'école secondaire là, les expressions voyage mais quand ma copine elle a entendu ça qui connaît rien du rap québécois, elle a dit hey tu connais-tu le rappeur blanc qui chante Gaillé? Elle dit ça pour moi, puis elle était vraiment offusquée. Puis elle disait ça pour moi, c'est une preuve d'appropriation culturelle, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais ça, c'est intéressant, là, parce que, tu sais, ma copine n'est ni militante, ni connaît le rap québécois, puis, tu sais, elle est pas très, tu sais, elle va pas au front, là, tu sais, quand elle entend de l'appropriation culturelle, tu sais, quand elle voit de l'appropriation culturelle, tu sais, puis elle est pas très Internet non plus, tu sais. Fait que j'ai fait comme, mais, tu sais, c'est vrai, quand j'y pense, tu sais, puis sans manquer de respect à Fouki, tu sais, Gaillé, c'est... Tu sais, c'est pas une expression créole qui a encore été démocratisée, tu sais. C'est pas comme Sac Passé ou, tu sais, des trucs super communs qu'on sait que ça appartient aux créoles, que ça appartient aux Haïtiens, puis tout ça, tu sais. Mais Gaillé, ça a été tristement popularisé par un Blanc, tu comprends? Puis je peux comprendre dans le sens où c'est ça que c'est la réflexion que j'en ai faite puis ma copine aussi elle a dit ça, elle dit ça aurait été mieux s'il avait pris quelque chose qui est issu d'un vocabulaire créole mais qu'on sait que ça vient des Haïtiens parce que là maintenant quand on dit Gaillé on pense là, à tout de Fouki suite on pense à Fouki en premier et on pense pas aux Haïtiens. C'est tellement deep, c'est tellement profond puis c'est super intéressant aussi parce que là c'est là où ça devient un enjeu vraiment complexe, right? Parce que moi-même qui ai dit au début de l'émission, quand une personne minorité te fait part de... T'es mieux juste d'écouter puis ensuite tu réfléchis. Là, c'était pas un call-out, c'est pas à moi, mais c'est juste, je trouvais ça intéressant que ça vienne de ma copine qui... c'est ça. Mais puis respect à Fouki, fait des grandes choses. Qui est probablement apprécié des Haïtiens de toute façon. Le 11e meilleur pizzaolo au monde. Le 11e plus rapide pizzaolo. Il est allé faire il travaille, son day job, c'est de travailler dans la pizzeria 900. Il fait des pizzas. J'espère que maintenant il va être full-time musical ou je sais pas si ça a été fait ou non. Là, sinon, c'est très noble. Moi, je suis concierge et artiste. C'est vrai, t'as raison. Puis, est excellente sa pizza d'ailleurs. J'ai mangé une de ses pizzas à C2 Montréal. Ils sont excellents, mes nettoyages. Et tes nettoyages sont 10 sur 10. Mais donc, il a participé à une compétition à Las Vegas des meilleurs pizzaolos au monde. Puis il a fini 11e en rapidité. Donc, top 12 quand même. Moi, c'est chapeau à son rap et à sa pizza making legendness. Son rap est excellent. Puis, non, mais pour revenir à Gaillé, c'est là où la ligne devient mince. Parce que pour moi, quand on parle de circonstances économiques, puis de slaves, puis tout ça, on sait déjà qu'il y a plein de comédiens afro-américains qui sont afro-canadiens, là, qui sont pleins de talent, puis qui manquent de job. On peut-tu au moins engager du monde quand on parle de leur histoire? C'est comme, ça me semble être une évidence. Quand on parle de vocabulaire, c'est plus complexe. C'est l'appréciation. Oui, puis... D'abord et avant tout. Puis en anglais, on dit croissant. Tu sais, comme... fait que là, rendu là, c'est quoi? Tu sais,
oui, effectivement, je suis d'accord que c'est dommage, puis que ça doit être mis de l'avant par la personne qui... Ouais, qu'on sache pas que c'est du créole, c'est un peu comme quand PL Cloutier a pris le hashtag Connu Live. Ouais. C'est comme, c'est pas que t'as pas le droit de l'utiliser, c'est juste que... t'as pas donné ton respect. Ben c'est ça, tu sais. Mais je dis pas que Fouki l'a pas donné, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est peut-être vraiment que c'est la première chose qu'il dit en entrevue aussi quand il parle de ce mot-là en tant que tel. J'ai aucune idée. Mais puis Cancan, ça vient-tu de lui ou ça vient d'Haïti? Je sais pas. Cancan, c'est cannabis. Je sais qu'il dit bye. Ouais. Bye. Ouais. Tu veux dire des choses, là. Puis il est rendu là aussi, effectivement. Tu sais, si lui, moi, à mon école secondaire, il y avait une gang d'Haïtiens. Puis je veux dire, il aurait très bien pu m'apprendre un mot que j'aurais utilisé au jour le jour aujourd'hui, puis que j'aurais pu mettre dans une chanson. Fait que tu sais, puis là, rendu là, c'est encore authentique. Tu sais, fait que c'est difficile de... Je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, dans ma dernière vidéo en créole, j'ai demandé à ma copine, j'ai dit, dis-moi un mot super insultant en créole. Qui est très, 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 très profondément créole. Ouais. Que mes fans haïtiens vont capoter quand je vais dire ce mot-là. Ouais. Elle m'a dit cocorat. Okay. Là, j'ai fait cocorat, parfait, c'est ce que je vais dire. Ouais. Puis il y avait aussi sans honte. Ouais. Fait que j'ai fait comme, OK. Fait que j'ai drop un cocorat. Les Haïtiens ont capoté. T-Kid a vraiment apprécié. Je me rappelle qu'il avait fait comme T-Kid de Sans Pression, qui sont revenus ensemble récemment. Tu sais, les Haïtiens ont capoté. Mais sauf que les Québécois n'ont pas fait comme « Hostie, je vais me mettre à dire cocorat parce que ma vidéo s'adressait aux Haïtiens. Fait que ça, c'était de l'appréciation, mais j'avais quand même... Je me disais, faut pas trop que j'utilise des mots créoles qui n'ont pas été popularisés par les Haïtiens, tu comprends? Parce que je veux pas que ça devienne mon truc à moi, tu sais. Non, mais je pense que dans ton cas, c'est évident que tu... Là, je m'adressais... que tu mets en valeur... Puis le côté... le côté hommage est clair. Alors que ni toi ni moi, on savait que Gaillé venait du créole en premier, Non, moi, je savais. Mais tu disais tantôt que... T'as pas pensé à ça au début, non, parce que t'associais Gaillé à Fouki. Non, je disais les gens d'emblée associent Gaillé à Fouki. Moi, je le savais parce que ma copine haïtienne... Tu connaissais déjà le mot Gaillé. Non, mais bien des gens, dont moi, avaient pas réfléchi plus loin en entendant la chanson. C'est là où c'est pernicieux. Alors que toi, en regardant ta vidéo, c'est évident que tu parles créole, puis que ça vient d'Haïti. Quand t'entends la chanson... sans trop réfléchir, c'est peut-être pas évident que ça vient d'ici. Mais encore là, est-ce que Fouki doit arrêter de faire cette chanson-là? Ben j'espère que non. Je pense pas. Surtout dans un point de vue vocabulaire comme je dis, parce qu'en anglais, on dit croissant. Puis moi, je crois beaucoup à la langue qui évolue, puis surtout d'un point de vue vocabulaire. Moi, je me verrais mal défendre le franglais, puis dire à Fouki d'arrêter de dire Gaillé. Ben en fait, c'est parce que c'est pas à nous de dire ça. T'sais. Je comprends. Fait que c'est pas à nous de le décider. Moi, j'étais à l'écoute de ma copine, j'ai fait comme tu vois, ça c'est intéressant. Point intéressant, ça c'est intéressant. Tu sais comme elle m'est revenue là-dessus comme vraiment souvent, puis j'étais comme OK, mais tu sais comme je l'aime Fouki, tu sais, j'aime sa musique là, mais Chris que je t'écoute aussi. Puis je suis d'accord aussi parce que moi-même, j'avais cette réflexion-là quand je faisais mes vidéos en créole. T'sais. Fait que je peux pas être en désaccord avec ça. Puis comme je te dis, c'est vraiment l'aspect, s'il avait utilisé, mettons, Sac Passé, là, on aurait fait comme, il évoluait avec des Haïtiens et il utilise un vocabulaire qu'on peut reconnaître facilement, qu'on reconnaît aux Haïtiens, tu comprends? Ou, mettons, sauce pois. Ben oui. À la claire. C'est évident qu'on met en valeur on parle d'un restaurant, on parle d'un mets typiquement haïtien. Fait qu'on le sait, on sait d'où ça vient et on sait que ça ne vient pas d'à la claire ensemble. Tandis que c'est ça la différence. Tandis que Fouki, Gaillé, ça appartient à Fouki maintenant, tu comprends? Fait que c'est ça mon mini problème avec ça. Mais si les Haïtiens sont corrects avec ça, c'est à eux de décider. Là, puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a moins de pression quand Fouki réussit avec sa chanson Gaillé que quand on exclut volontairement. Puis on n'écoute pas les recommandations de Webster. Moi, dans la vie, on devrait toujours écouter Webster. Toujours écouter Webster. C'est le vieux de la montagne. Ben oui, c'est le sage du village. On peut, s'il vous plaît, le mettre sur une tribune puis l'écouter. Shout-out à la Fabrique culturelle qui fait exactement ça. Lui donner une tribune de plus. Ben oui. C'est amplement mérité. Shout-out Webster, Limoilou, Legend.
Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, autre le fait que tu es de plus en plus reconnu pour ton style, puis Je suis une authentique carte de mode, je suis la coqueluche de la rue Chabanel. Moi, voilà. honnêtement, j'aimerais que tu me parles de ta coupe de cheveux parce que je la trouve belle sans ironie, puis je suis fucking dû, moi, pour me couper les cheveux présentement. Chris, j'ai juste rafraîchi mes cheveux qui T'avais étaient, ça toi-même? qui étaient longs. Ouais, j'ai juste Genre rafraîchi. du Ouais, puis j'ai rasé parce que j'ai C'est rasé ça que aussi. je veux, là. Tu fais ça J'ai toi-même? rasé ça? ma barbe. Ben, c'est parce qu'il faudrait que tu rases ta barbe aussi si tu veux qu'il y ait une Puis cohérence. je suis, genre. Ouais, Comme je continue ouais, jusqu'à tu là. suis, tu vas jusqu'à ici. À quand un tutoriel mode et beauté avec Murphy Cooper qui m'apprend comment je me coupe les cheveux moi-même? Ben, c'est vraiment un concours de circonstances. Là. C'est pas, c'était vraiment pas je connais, je sais où je m'en vais. Là. Non, mais moi j'aime ça. C'était juste parce que je me suis toujours coupé les cheveux moi-même. Fait que je sais quoi faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant. C'est juste ça dans le fond. Fait que je savais aussi quoi faire. Quand je rasais ma barbe très ras, là, tu sais. Fait que tu sais, je sais quoi faire quand je veux pas que ce soit trop ras. Fait que c'est juste ça. Fait qu'il y a pas de truc, là, tu sais. Puis ma coupe de cheveux, c'est vraiment juste... Chris, j'ai coupé, là. C'est tout. Mais j'y tenais, je tenais à ce que je garde les cheveux longs. Ouais. Parce que les véritables rockstars ont les cheveux longs. Puis une fois que tu te fais reconnaître avec les cheveux longs, tu peux pas couper tes cheveux. Tu peux pas couper tes cheveux, tu sais. Moi, j'ai été très attristé quand Chris Jericho, le lutteur, a coupé ses cheveux. Ben, la plupart des lutteurs qui avaient les cheveux longs dans les années 90, début 2000, quand ils ont coupé leurs cheveux, j'étais comme, tu sais, vous avez perdu un petit quelque chose, tu sais. Les rockers qui coupent leurs cheveux, tu sais, comme, c'est comme Samson évoluer. dans la Bible. Je sais pas. L'homme le plus fort, sa femme lui disait toujours de couper ses cheveux. Le jour où sa femme est entrée dans sa chambre la nuit et a coupé ses cheveux pendant qu'il dormait, il a perdu toute sa force. OK. Right, c'est une allégorie. Faites ce que vous voulez avec. Peut-être une allégorie un peu patriarcale, peut-être. Mais c'est comme ça sont dans la Bible. Ouais, c'est ça. T'as été déçu. Ben, je pense qu'il faut évoluer aussi. Il y a bien des gens qui me disent mais est rendu où la barbe? Puis le fait que j'ai maigri aussi, mais là, je dis pas que ça n'a pas rapport avec l'évolution. Là, mais je me suis transformé physiquement. J'ai arrêté de porter des vestons. Ben, pas arrêté, mais j'en porte moins. C'est l'été aussi. C'est l'été aussi. Mais les gens sont comme... Il y a des gens qui ont arrêté de croire en Murphy Cooper parce qu'ils sont comme mais Murphy Cooper, c'est la barbe. Murphy Cooper, c'est les vestons puis tout ça. Mais je suis comme... Puis tu sais, je le vois aussi. Là, j'ai eu des unfollow massifs là, sur Facebook là, depuis que mon style a évolué. On est tellement des brands. On est des brands même quand on essaie de pas l'être. C'est fou. Je suis comme, tu sais, moi, je refuse de ne pas évoluer. J'ai toujours essayé d'être au-devant des tendances. Et là, c'est ce que je fais, tu sais. C'est ce que je fais en ce moment. Puis la barbe, je m'excuse, mais c'est fini, tu sais. La barbe, c'est fini. Puis là, je sais que t'en portes une, mais, tu peux la porter. C'est pas moi, la différence, c'est que j'apportais avant que ce soit en mode. Je vais l'apporter longtemps encore. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas laid. En ce moment, c'est pas laid. Mais tu sais, c'est sûr que si tu te mettais à adopter un style plus que tu jouais, tu sais, comme skinny jeans, vraiment tight. Ben là, je serais 2008. Que tu jouais, ouais, c'est ça que ça donne comme effet, tu sais. Puis, je sais plus, je m'en Il n'y a rien qui, comme Aurel San dit, il n'y a rien qui vieillit plus mal qu'un punk. Tu sais, les punks qui sont habillés exactement copy-paste de 1982, là. Je comprends là, que t'es resté, là, mais un petit peu d'évolution peut-être. Mais sans devenir un esclave de la mode, right? C'est ça aussi le gros problème. C'est, encore une fois, tout est nuance, puis tout est équilibre, parce que en voulant rester toi-même, des fois, tu peux t'enfermer dans une temporalité qui est figée. Puis c'est triste. Voilà, là où je voulais aller, je viens de m'en rappeler. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me reprochent ma vanité, qui disent que je suis vaniteux à cause de mes vêtements et tout ça. Puis ils n'aiment pas aussi que je reproche aux hommes de mal s'habiller, tu sais. Mais moi, je trouve tellement drôle quand tu fais ça. Mais c'est que, tu sais, c'est que l'affaire, c'est que les femmes se sont toujours bien habillées. Puis ce qu'on me dit tout le temps, c'est « Ouais, mais les femmes sont emprisonnées dans un dictat de la mode. » Puis tout ça. Puis je suis comme « Vraiment? » Tu sais, comme moi, quand je parle avec des femmes, tu sais, comme on peut me parler du dictat de la minceur, puis de la beauté, puis tout ça. Oui, là, la grossophobie, puis oui, ça, absolument. Mais la mode, vraiment, vraiment, les femmes n'aiment pas comme
faire ressortir leur personnalité à travers leurs vêtements. Il y a rien d'artistique là, dans ce qu'elles font, les femmes. Il y a rien de... Tu comprends? Puis je trouve qu'au contraire, c'est de la paresse de la part des hommes qui disent... Tu sais, moi, je refuse de jouer la game, tout ça. Ouais. Mais il y a une facilité, il y a une paresse. Puis ton T-shirt, là, les T-shirts avant, là, c'était un sous-vêtement. Ben, pas un sous-vêtement, mais mais c'était le vêtement qu'on portait une camisole, en dessous de la chemise. En dessous de la chemise, c'était un vêtement qu'on portait en dessous des vestons. Et c'est Brandon Marlowe. Attends, c'est ça? Peut-être. Chris, comédien. Marlon Brando. Ah oui, Marlon Brando, voilà. Wow, Marlon Brando. Wow, j'ai inversé. Marlon Brando. L'inversion, c'est une tune de c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une confusion. C'était quoi? C'est une. Comic Ruse. Marlon Brando. Marlon Brando. En tout cas, c'est une tune de Mr. Valère. Ah, ok. Mais bref, ils ont inversé les deux. Oui, c'est vrai. Mais bref. Mais fait que c'est ça, tu sais. C'est Marlon Brando qui a rendu le T-shirt à la mode, tu sais. Fait qu'en réalité, tu suis la tendance des années de Marlon Brando et tout ça, tu sais. Mais les cargo shorts, c'est qui? Les cargo shorts beige. Mais pas juste ça, plus important encore, Chris, la révolution passe par la mode très souvent. Tu sais, je veux dire, plus on avance dans le temps, plus on dit non à la boîte des genres, des deux genres. Ouais. Plus on dit, ben les hommes ont le droit de s'habiller en femmes, les femmes ont le droit de s'habiller en hommes, puis on est de plus en plus dans le non-binarisme, puis tout ça, puis tu sais, comme les hommes ont le droit à leur féminité, blablabla, puis tout ça. La révolution passe par là, tu sais. La révolution a toujours passé par la mode, tu sais. Le classique, je ne veux pas faire partie de votre révolution si je n'ai pas le droit de danser. C'est un classique rhétorique pro-artistique dans les réflexions politiques. Puis ce que tu mentionnes aussi pour le non-binarisme, c'est vraiment intéressant parce que ça crée des débats même au sein de la communauté. Puis c'est comme la mode, dans le sens où faut pas confondre le contenu puis le contenant. Je me souviens très bien, moi, tu sais, j'ai toujours eu un style différent, un style vestimentaire différent, mais j'ai toujours assumé ce style-là en tant que décision plutôt que de faire comme moi ça m'intéresse pas de ça, je prends pas comme tu dis la facilité de rester habillé laid. Quand je m'habillais laid, c'était un statement, puis j'essayais d'aller plus loin encore, puis c'est pour ça que je porte des trucs absolument impossibles, tu sais, parce que c'est une décision. Puis je me souviendrai toujours, plus jeune, ado, j'étais à Québec, puis j'avais vu dans une, tu sais, les boutiques souvenirs là, un peu vieux port de Montréal style, là, tu sais, les boutiques un peu cheap de genre j'ai été à Québec avec un orignal qui fait du surf, là, tu sais, genre un peu la base les chandails de loup non ironique, mais comme tu sais, réappropriation, peu importe. Il y avait un chandail, c'est écrit « Fuck la mode ». Puis tu sais, genre mes parents étaient comme « Ah, tu sais, toi, tu devrais porter ça, Fred, tu sais, c'est drôle que... » Parce que... Puis j'étais là, ben non, parce que ça serait donner de l'importance à ce sentiment-là. Puis moi, ce que je disais, c'est pas... soyez contre la mode. Moi, ce que je dis, c'est trouve ta mode. Ouais. C'est trouve ton affaire, puis accepte que, effectivement, l'esthétique fait partie de la vision des gens. On peut pas dire ça n'existe pas. Puis quand on parlait de non-binarité, il y a des méga débats, puis j'avais des belles discussions avec Lucie, qui, si je me souviens bien, a fait une maîtrise là-dessus, ou s'est posé ces questions-là lorsqu'elle était à la maîtrise, à l'époque. Dans les communautés LGBTQ+, il y a des méga débats parce que il y a des non-binaires qui détestent les trans. Oui, parce qu'ils disent, mais non, la binarité n'existe pas, donc pourquoi tu changes de sexe? Des non-binaires ou des... Ah, ok, oui, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ils disent, toi, tu devrais pas changer de sexe, tu devrais juste affirmer qu'il n'y en a pas de sexe. Alors qu'eux disent, moi, je me reconnais dans la féminité. Ben, je pense que je pense que pour se rendre là, ultimement, il faut d'abord que la personne qui a été assignée homme à sa naissance puisse avoir le droit de passer par le passage de je suis une femme, tu sais, comme, puis après ça, rendu là... Moi, je pense que c'est moi, je pense qu'il y a des non-binaires, puis il y a des trans. Oui, non, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais c'est ça, un n'empêche pas l'autre, on est d'accord. C'est comme, tu sais,
c'est comme, ultimement, je devrais être vegan, mais je suis juste végétarien. Ouais. Mais tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Exact. C'est juste ça, je veux dire. T'sais. Moi, quand je me Comme... fais écœurer par un vegan, parce que moi, je mange des œufs, je mange du fromage, je mange du poisson parfois. Quand je me fais écœurer par un vegan, je dis, ça fait combien de temps que t'es vegan, toi? 5, 6 mois, 1 an? Moi, ça fait 12 ans que je mange pas de steak, man. Combien j'en ai sauvé de vaches, là? Tu sais, comme, je te dis pas que je suis parfait, là, pis oui, je tente toujours à m'améliorer, puis peut-être qu'un jour, je serai encore plus végétarien, puis encore plus vegan, puis tant mieux si j'ai réussi à le faire avec mon style de vie. Mais on peut-tu être d'accord? Ouais, non, c'est ça. On peut-tu voir le positif en premier? Parce que là, tu sais, puis on en a parlé aussi dans le temps du féminisme, puis on a parlé on peut-tu essayer de s'attaquer aux bonnes affaires puis de pas tirer notre allié? Tu sais, comme on est à la guerre ensemble, là. On peut-tu ne pas tirer notre allié puis essayer de tendre vers un équilibre puis une meilleure cohésion en général, là, tu sais? Les personnes avec qui je m'entends le mieux dans la vie, ce sont des personnes de la communauté LGBTQ+, des amis homosexuels de ma copine, des personnes trans. Shout-out à Riley, qui est... Chris que j'aime cette femme. J'adore Riley. J'adore Riley. Je l'ai vu juste une fois, mais je l'adore tellement. Tu sais, comme je sais pas, mais je dis pas que tous ces gens-là ont cette sensibilité-là, mais il y a une sensibilité que je retrouve chez eux, que j'adore. Une empathie. Ouais, c'est ça que j'adore. Mais tu sais, encore une fois, c'est pas tous ces gens-là, tu sais, je veux pas les mettre dans une case, c'est pas tous ces gens-là qui ont cette sensibilité-là, parce que tu sais, je sais, tu sais, je parlais avec justement des amis homosexuels de ma copine qui me disaient que, tu sais, eux, ils étaient trop féminins, ils s'habillaient trop en femmes pour le village ou quelque chose comme ça, pour certains bars du village, je sais pas trop, tu sais. Fait que, mais en tout cas, peu importe, là, tu sais, c'est pas mon combat, puis c'est pas mes trucs, mais tout ça pour dire, je m'entends tellement bien avec ces gens-là, je les adore. Parce qu'il y a une belle ouverture. Et, mais tout ça pour revenir à, tu sais, comme le skinny jean. Ouais. Ça, je trouve ça fascinant, le skinny jean en 2019, parce que, tu sais, il fut un temps, quand nous, on était au secondaire, c'était impensable de porter des skinny jeans quand tu étais un gars. Exact. Un gars hétérosexuel. C'était impensable parce que c'était associé à la femme, c'était associé à l'homosexualité, blablabla, tout ça. Puis bon, tu sais, on n'osait pas porter le skinny jean. Ce qui était très homme à l'époque, c'était de porter des vêtements oversized. Ouais, ben oui, les bons vieux baggy, là. C'est ça. Ça, c'était l'époque. Qu'est-ce qu'on a résisté? Fat Farm. Ouais. Puis les hommes ont résisté tellement longtemps, là, tu sais. Puis ça a pris du temps, là, avant qu'on adhère au skinny jean. Tu sais, comme les emo kids, là, ont commencé à porter des skinny jeans peut-être au début des années 2000. Ouais. Mais, tu sais, ils en ont subi les conséquences qui allaient avec ça, puis tout ça. Puis ça a été vraiment accepté là, quand les rappers se sont mis à en porter, là, comme, mettons, en 2006, même là, il y a eu de l'attraction, là, il y avait un clash. Il y avait vraiment un clash. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, ce qui est accepté chez l'homme hétérosexuel, là, qui joue les mâles alpha et tout ça, là, ce qui est accepté, c'est les skinny jeans comme le standard de l'homme. Mais j'ai remarqué que là, maintenant, moi, je porte beaucoup de oversized aujourd'hui. Et mon linge oversized me fait passer pour un homosexuel. Ah ouais? Je me suis fait traiter de gay dans l'autobus de nuit un vendredi soir par des jeunes dudes qui étaient habillés en skinny jeans pis tout ça. Ouais, hein? Puis j'étais comme c'est ironique, v'là 15 ans, c'est toi qui te serais fait traiter d'homosexuel parce que tu portes des skinny jeans. Fait que je suis comme, c'est fou, là, la notion de... Même pas 15 ans, man. Je raconte souvent cette histoire-là. Ça m'est arrivé, on va dire, j'animais un concours de wakeboard, fait que c'est probablement... Ouais, le 10 ans, ouais. Non, c'est 2000... mais c'est parce qu'il y a un côté régional, là. Oh, card full. Oh, fuck, on a rempli la carte. Esti. Bon, ben regarde, on va conclure ça à l'audio, puis... on va se dire la prochaine fois parce que ça fait 1h30 qu'on jase. OK. Je raconte souvent cette histoire-là. Ouais. C'est 2013 ou 2014. 2013 ou 2014. J'ai animé un concours de wakeboard à Victoriaville. Tu sais, 2014, là, c'est il y a 4-5 ans, ça veut dire. Là. Ouais. Je marchais dans la rue, je prenais juste une marche dans le centre-ville. Il y a une gang de boys qui aurait pu ressembler à ma gang de chums à Montréal, là, qui étaient assis dans des marches. Je passe devant eux. Moi, j'étais assez bonasse dans la vie.
j'entends clairement une classique tactique d'intimidation secondaire de juste la gang de boys sont comme hey, ce gars-là il a vraiment l'air fif, mais assez fort pour que je l'entende, tu sais. Là, moi, je me dis, man, tu sais, what year is it, là, tu sais, je veux dire, je suis dans vingtaine, j'anime une affaire, je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je continue mon chemin, puis je continue de me balader dans le centre-ville de Victoriaville. Je reviens, je repasse devant les mêmes gars pour retourner au truc. Puis, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment l'air gay. Là, j'étais là, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis, assez fort. Puis, d'après moi, il cherchait une confrontation, là. Donc là, je finis ma journée, puis là, le soir même, je m'en vais il y a comme un after party au club de Victoriaville. Fait que là, je vais dans le club. Puis là, par hasard, je croise une de mes amies de l'UQAM. Puis, j'y raconte l'anecdote parce qu'elle vient de Victoriaville. Puis, elle me dit, ah, ben, Fred, voyons, c'est parce que tu portais des skinny jeans. Pardon? Elle dit, mais oui, ça s'est pas rendu ici encore, là. Puis là, je me disais, dans quel monde on vit que je me fais traiter de gay à Victoriaville parce que je porte des... Premièrement, moi, ça m'insulte pas, tu sais, je veux dire, comme c'est pas une insulte dans la vie de dire à quelqu'un t'es gay. Mais moi, ce qui m'insulte, c'est de me faire dire que si j'avais été gay, j'aurais pas eu le droit. Ce qui m'insulte, c'est de me faire dire que si, mettons, mon frère est gay puis qu'il s'empêche de faire son coming out, il n'aurait pas le droit. Que mes amis n'ont pas le droit d'être gays. Que mes amis qui sont gays n'ont pas le droit d'être gays. C'est ça qui m'insulte dans le fait de tu sais, c'est comme, même, toi-même, ça se pourrait que tu sois gay, ça se pourrait que tu aies des amis gays qui s'empêchent de... Ou des enfants, un jour, tu sais, c'est ça que je trouve con, c'est que... En tout cas... Bref... Sur ces sages paroles d'acceptation. Oui, vas-y, excuse-moi. Je veux juste, les skinny jeans, je veux juste compléter, je vais faire ça rapidement. Tu sais, à quel point les hommes sont en retard. Juste te mettre en contexte un peu, le skinny jean, tu sais. Aujourd'hui, tu portes ça, ça passe, c'est beau, c'est super beau, puis personne va te dire que c'est laid, là, tu sais. C'est pas. Moi, j'en mets moins parce que ça fuck mon genou, mais... OK, ouais. C'est pas un fashion faux pas, tu sais. Non, exact. Mais t'es plus vraiment au devant des tendances avec tes skinny jeans. À moins que tu fasses de quoi de fou avec, à moins que tu construises de quoi d'assez intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un porter des skinny jeans, puis que c'était vraiment révolutionnaire, un homme, je veux dire, c'était au début des années 2000. Après ça, c'était dans le hip-hop, blablabla, dans un milieu très mâle. Le Mac Miller hip-hop. C'est ça, tu sais. Mais là, tu sais, pense à ça, là. Quand on était au secondaire, là, combien de temps durait une tendance? Tu sais, mettons, moi, je me rappelle, tu sais, quand je suis rentré au secondaire, j'étais hip-hop, tu sais. Ça a duré... Ben, parce que là, on parle d'une école là, qui était comme 100% blanche, là, on s'entend, là. À Pointe-Calumet. À Oka. À Oka. Puis c'était une école qui était 100% blanche et la tendance, c'était de porter du fila, Tommy Hilfiger, blablabla, tout ça, du fubu. Puis ça, là, tu sais, comme quand tu es au secondaire, tu as l'impression que ça dure une éternité, mais ça, là, ça a duré 6 mois. Ma deuxième année du secondaire... ma première année du secondaire, ça a duré 6 mois. Après ça, il fallait que je sois un skater boy. Ça a duré 6 mois. Skater boy, là, il fallait que je trippe sur Blink-182. Tripper sur Blink-182, ça a duré 6 mois aussi. Tripper sur Green Day, 6 mois, même affaire. Ça passe tellement vite, les tendances, qu'on oublie tout ça, tu sais, quand on devient adulte, puis tout ça. Mais là... Imagine les skinny jeans. Première fois que j'ai vu quelqu'un porter ça puis que c'était super dernier cri, c'était au début des années 2000. On est en 2019. Ça fait fucking 20 ans que le skinny jean est dans le décor. Fait que imagine à quel point t'es late de porter des skinny jeans aujourd'hui. Tu sais, ça veut... Mais c'est pas un fashion faux pas parce que on peut encore le porter, mais tu comprends, c'était juste pour te mettre en contexte. Tu sais, je suis rendu au point où mes vêtements ressemblent beaucoup aux vêtements des hommes qui s'habillent mal, sauf que je les porte différemment, tu sais. Puis, mais parce que, tu sais, comme les pantalons cargo, s'ils sont oversized, puis s'il y a des zippers pour en faire des shorts avec, par exemple, puis si je mets une ceinture avec une boucle, là, tu sais, très 90s, là, très années 2000, ça devient fashion. Mais au final, c'est les mêmes vêtements que ce gars-là. Fait que c'est comme cyclique, là. C'est cyclique, la mode. Écoute 2-3 épisodes de Seinfeld. Présentement, là, on est là. On est au pic où... Mais c'est ça. T'es à la mode dans Seinfeld présentement. Surtout avec tes pantalons et ton t-shirt dedans, là. C'est incroyable. Exact, c'est ça. La mode féminine, même chose, man. Tu vois, les filles à Osheaga, là, cette année, je suis convaincu qu'ils vont avoir des looks de Elaine dans Seinfeld, là, tu sais. Comme on est vraiment revenu à la boucle.
Puis tant mieux de pouvoir le mettre en scène, d'aller plus loin que la simple base. C'est ça. Puis à ceux qui disent que tu es un esclave de la mode quand tu suis la mode, puis tout ça, puis qui disent « Moi, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans », mais tu dépenses quand même de l'argent dans tes vêtements. Puis moi, ma garde-robe est quand même... est pleine, là, ça déborde là, de partout. Là, je m'achète des nouveaux outfits à tous les jours, mais à la friperie, ça me coûte rien. Puis les vêtements que j'ai, c'est pas des vêtements haute couture, là, mais ça a l'air de ça. Tu sais, comme il y a des gens qui trouvent que je suis fucking fashion en ce moment, là, tu sais, mais la différence, c'est que je choisis une couleur, je décide de rentrer mes chemises ou mes t-shirts dans mes pantalons. Je choisis des pantalons qui sont plus larges. Tu sais, mais ça, au final, c'est vraiment juste un choix de coupe, de comment je vais porter mes vêtements et de ton, de couleur, de teinte, puis tout ça. Tu sais. Fait que il n'y a pas de question d'esclave du capitalisme là-dedans. Là, tu sais. C'est vraiment juste de laisser aller ta fibre artistique, puis de te fier un peu, de regarder en diagonale c'est quoi les tendances du moment, parce qu'on est très nostalgique, on est des êtres très nostalgiques, puis on veut juste revivre une période de notre vie qu'on a déjà vécue. C'est tout. Voilà. Simple rappel que le podcast Deux Plebsters est une présentation du Patreon de Murphy Cooper. J'ai très heureusement reçu mon reçu hier, du 5$ que je t'envoie à chaque mois. Un grand plaisir. Alors, il m'envoie un reçu par la poste à chaque début de mois. Patreon.com/Murphy Cooper. Si vous voulez encourager la Connu Live de Murphy, la poésie moderne et par le fait même ce podcast. Suivez-moi sur Instagram. Je suis une carte de mode et je suis très actif. Voilà. J'aime utiliser une carte de mode parce que la blogueuse mode, c'est moi. Ça, c'est certain. À chacun ses appellations et son style. Merci d'écouter Deux Plebsters. Donnez-nous des pouces et commentez bien sûr si vous avez des questions, des réflexions ou vos propres commentaires. Comme vous avez vu, on en a parlé pendant l'épisode des commentaires, donc ne vous gênez pas, que vous soyez fâché noir ou de bonne humeur avec ce qu'on dit, on va finir par les lire, parfois même répondre. Mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis une carte de mode et je suis un tabarnak de poète, voilà. Mon nom est Fred Bastien et je suis la moitié de tout ça.